OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. En fait, on peut dire bienvenue dans la zone rouge. Juste pour faire une petite blague. Mais de toute façon, on voit que ici... Ben, vu qu'elle est parallèle, on va la mettre rose. Ça fait plus avec le rouge. Parce qu'on n'est pas sur le rouge, mais c'est un rouge délavé. Ouais, ben en tout cas, ça nous permet de quand même de pouvoir faire l'émission, et heureusement. Oui. Ben on est quand même un service essentiel. On peut pas passer toutes nos journées à entendre parler de virus et compagnie. Donc on passe un bon 2 heures à parler d'autres choses que ces affaires-là. Donc cette semaine, on a aussi Éric Tessier qui va être tout à l'heure à l'émission Zone Insolite. Et c'est ça, on communique directement avec notre invité. Il faut l'avoir bientôt. Oui, justement. C'est pour ça que j'ai comme... Ça, c'est le petit côté stressant. Le téléphone sonne, il faut que je réponde en même temps que on est en onde. Oui, notre invité est en attente au téléphone en ce moment. Mais avant qu'on lui parle, je vais faire une petite mise au point sur ce qui s'est passé cette semaine. Oui. Parce que il y a eu une observation par plusieurs personnes, aussi étonnamment que ça puisse paraître. Et ça a été filmé et je les ai vus moi-même. Raconte-nous donc ça parce que j'ai vraiment pas suivi cette semaine. Ben, OK, une fois, c'était un gars. Mais, non, ça... Ben, tu me dis, raconte-moi ça. Non, sérieusement, j'ai reçu un call parce que la personne qui a filmé l'événement qui a eu lieu, qu'on a vu, dans le secteur de Portneuf, j'ai fait une demande d'appel à témoins parce que plusieurs ont vu directement au-dessus d'eux. Et c'est loin d'être ce qu'on pense. Ce qu'on voit dans le ciel, c'est des sphères oranges, mais énormes, très énormes sphères qui, on pensait... Je ne dis pas que c'est pas l'armée qui lancerait pas des genres de flares ou des choses comme ça qui lancent. C'est possible. Sauf que j'ai appelé l'armée pour savoir si on fait une pratique dans ce secteur-là, le 6 octobre, et la réponse est négative. Ou ils me comptent une menterie, ou ben non, ils veulent pas dire, ou je le sais pas. Mais il va y avoir une recherche approfondie ils vont me revenir avec ça pour une confirmation. Je ne sais pas si c'est eux ou pas, mais j'ai quand même... les chances sont minces quand même. Ouais, le phénomène est vu régulièrement. Et je sais que la base Valcartier est loin de là. Et quand même, je ne sais pas combien de temps de route, là, mais si on s'entend que Valcartier, c'est comme très à la droite. C'est facilement avec une quarantaine de minutes, là, se rendre de Portneuf jusqu'à la base de Valcartier, là. Oui, bien, c'est ça. Mais sauf que c'est vu à la droite, la base est à droite de ce que nous, on voit. Moi, je regardais vers le ouest-nord-ouest. OK. Et j'étais parquée dans mon véhicule sur le bord du fleuve, en hauteur, sur un cap, là, où est-ce qu'il y a le circuit Riverside Speedway à Sainte-Croix, puis je le voyais carrément en face de moi. C'est vers la Pointe-Platon. Non, c'est assez intense qu'est-ce que ça donne comme grosseur de sphère, parce que ces mêmes sphères-là, je les ai vues du côté ici, du côté Rive-Sud, et ça interagit avec nos pointeurs laser. Imagine-toi donc que j'ai fait le test. Je pointais mon laser, ça c'est arrivé l'an passé, j'ai pointé mon laser à côté de où est-ce que ça se situait. Puis comme par hasard, il y a une sphère qui s'est allumée où est-ce que je pointais. Et là, je dis, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Et j'ai décidé de pointer de l'autre côté et le même phénomène s'est reproduit. Une autre grosse sphère a allumé à l'endroit où est-ce que je repointais. Et là, je me suis dit, bon, ça y est, on tient vraiment quelque chose.
Et comme je suis venue pour peser record sur mes appareils pour filmer ce qu'on voyait, parce que je n'étais pas certaine de ça, de ce que c'était ces lumières-là, et ça ne bougeait pas. Fait que ça m'a fait un phénomène de 5 belles boules qui faisaient une forme de M, parce que où est-ce que je pointais au début, c'était comme un triangle inversé. Il était en formation triangulaire, mais la pointe en bas. Et quand je pointais vers le bas, c'est là que ça s'est mis allumé. Donc, on peut visualiser le M que ça donnait. Mais le même phénomène, c'est ce qu'on a vu de l'autre côté. Au lieu d'être sur le côté Rive-Sud, là, c'était sur la Rive-Nord. Là, j'ai eu des commentaires un peu, je nommerai pas de nom, parce que j'ai discuté avec plusieurs personnes en privé pour pas mettre personne dans l'eau, trouble, ou ben non, de dire, regarde, tu veux pas passer pour un fou, j'en parlerai pas, je parlerai pas de nom, je nomme pas de nom, mais je trouve ça important que ceux de la région de Portneuf, au-dessus de Saint-Raymond et les alentours, ça peut être Saint-Basile aussi, dans ce secteur-là, j'aimerais ça que ceux qui ont vu et vraiment, là, parce que j'en ai un, entre autres, dans le lot, qui me dit c'était au-dessus de moi et ce n'était pas des sphères en tant que telles, ce que je voyais. Okay. Lui, il disait que ça ressemblait comme un genre de gros avion, mais beaucoup plus gros, comme 2 fois la grosseur d'un Boeing, et c'était stable. Ça ne bougeait pas. Et les lumières faisaient partie de cette affaire-là. Puis il disait que ça éclairait en fou, là, mais vraiment en fou. Puis ça restait quand même assez longtemps. Sauf que c'est là où la question que je me pose, y en a-tu d'autres qui ont vu l'engin en question? Ou c'est seulement que les sphères que vous voyez? C'est possible. Mais pourquoi telle personne ou telle autre puisse voir l'engin, d'autres non? Est-ce que l'engin était noir, donc peu perceptible à l'œil si t'es pas vraiment vis-à-vis? C'est possible, ça aussi. Mais puis j'ai reçu aussi des commentaires plutôt, que regardez la charte, il y a telle planète qui brille, il y a telle... regarde, on est aussi astronome amateur, on connaît nos planètes, nos étoiles, on sait reconnaître qu'est-ce que c'est, une calife de boule, c'est les premières choses qu'on vérifie justement, ben, s'assurer justement. Que ça soit... qu'il n'y ait pas de mésentendu avec quelque chose de totalement naturel. C'est les premières étapes qu'on fait. Mais ça a l'air qu'il faut qu'on le répète à chaque fois à tout le monde parce que tout le monde pense, ils ont la petite pensée magique en se disant, ben eux autres sont pas au courant de ça. Non, puis il y a beaucoup de commentaires aussi qui disent, ben là, voyons donc, arrêtez donc, puis ça ridiculise le phénomène dans le commentaire, oui. Et ça dit, bon, c'est ça, on est envahi par les extraterrestres. Ah, il n'y a rien qui me dit que c'est un extraterrestre, là. On n'a jamais dit que c'était ça. On se demande quel est cet engin-là ou ces lumières-là. Ça ne veut pas dire que c'est extraterrestre, ça peut être terrestre, justement. Sans vouloir vexer les auditeurs, mais des fois, il faut se poser la question avant d'arriver et commenter quelque chose. T'sais, est-ce que ça apporte quelque chose de constructif à la conversation? Est-ce que ça apporte des nouveaux arguments? T'sais, c'est juste un commentaire pour dire ton émotion. Ça apporte strictement rien à solutionner une enquête ou à aller plus loin. Comme là, ce qu'on fait, c'est plus un appel à témoins. On lance le message à tous dans le secteur de Portneuf, à savoir s'il y a des gens qui auraient vu des choses étranges. C'est arrivé quelle journée exactement? Le 6 octobre. Mais tu vois, moi, ça, c'est une autre affaire aussi. Ne jamais faire d'affirmation. Fait que les petits Joe connaissants, les wannabes professionnels dans tout, qui connaissent tout, là, arrêtez d'écrire « c'est sûr que c'est ça ». Oui, mais est-ce que tu peux confirmer? Est-ce que tu as vu ça? Ben, si vous avez la certitude, écrivez-le sur un papier, mettez vos arguments, pourquoi, du comment, et puis on va aller lire vos informations si vous en êtes certain. Nous autres, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'enquête, on va mettre ça sur papier, on va vérifier nos données, on va vérifier et contre-vérifier avant d'affirmer quoi que ce soit. Et dans la majorité des cas, on n'affirme jamais que ça l'est. Parce que tant aussi longtemps qu'il n'y en aura pas un qui va atterrir puis qui va sortir puis il va dire « Hey, salut, je viens de telle planète », on n'aura pas la confirmation de tout doute. Là. Exactement. Parce que qu'est-ce qui me dit que c'est pas des humains qui sont là? Qu'est-ce qui me dit que c'est pas des appareils, justement, quand même que ça serait américain ou canadien, mais qui sont en essai puis font des... Ça, c'est pas mal mon pressentiment, mon opinion sur le sujet, qu'il y a bien des signalements qu'on a
que ça vient pas d'une autre planète, mais tout simplement d'ici, puis c'est tout simplement une technologie qui est pas publicisée. Exactement. Puis le TR3B, là, c'est encore de l'histoire ancienne, ça, là. C'est vieux, là. Ben oui. C'est pas très récent, là. Les triangles ont commencé à être vus il y a quasiment une vingtaine d'années en arrière. Dans les années 80 environ, 80-90. Fait que 80-90, ça fait 30-40 ans environ que ça a commencé. Puis, tu sais, on commence aujourd'hui à avoir hors de tout doute, oui, finalement, c'est un avion qui appartient à l'armée américaine. Ça a été créé par Lockheed, si je me trompe pas. C'est cela. Tu sais, on les a vraiment plus tard. Fait qu'est-ce qui nous dit que présentement, ce qu'on voit pas n'est pas de la technologie humaine, mais qui n'est pas connu du grand public? Exactement. C'est ça qui me... C'est la raison pourquoi qu'on enquête. Il y a quelque chose qui est caché à travers, puis c'est ça qu'on essaye de découvrir. C'est sûr que l'armée... quand j'ai parlé, parce que oui, je suis en communication avec l'armée sur ce cas-là. Pour les gens qui disent, ouais, mais informe-toi donc. Oui, c'est fait. On a un travail derrière qu'on ne mentionne pas tout. Et les gens me disent aussi, quand est-ce que les rendre public le dossier complet? Mais quand il va être monté, je vais montrer le dossier. Mais c'est parce qu'il est énorme, ce dossier-là, parce que ça fait depuis janvier que j'ai des preuves vidéo de ça. Et c'est déjà été vu avant janvier. Il y a des choses qui ont été vues même l'an dernier à cet endroit-là. Mais je les ai pas rendues publiques parce que on enquête là-dessus. Voir si un enquêteur de police, mettons, va donner tous ces dossiers puis les rendre... On n'est pas le McDo des enquêtes ufologiques, là. Non, c'est justement. Là, on a aussi Éric Tessier en studio parce que c'est son émission tantôt qui va débuter. Puis Éric a de l'air à vouloir... C'est un enquêteur aussi, Éric. Ben oui, là, justement. Il a eu ses parties à lui aussi, là. Vas-y donc, Éric. Ce qui arrive aussi sur les enquêtes, c'est il y a des choses qui se rajoutent à chaque fois. Oui. Tu penses que tu as fini, puis là, il y a un autre témoin qui arrive. Ah ouais, moi aussi, j'ai vu ça, là. Puis là, tu rajoutes un autre une autre couche sur ton enquête. Toi, tu penses comme tu as fini, mais c'est pas fini. Ou tu arrives à faire un lien avec une autre enquête qui est en cours aussi ou qui est fermée, puis là, hop, là, ça vient de rouvrir une autre enquête en parallèle avec celle-là que tu es en train de faire. On ne sait jamais qu'est-ce que ça peut donner au bout de la ligne. C'est important, comme avec MUFON, le monde dit « Ah, j'ai vu quelque chose passer ». Tu le cales. Mais tu vois, Éric, tu étais là, toi, comme juste à donner comme exemple, en 2016, quand il y a eu la porte dimensionnelle dans la Pointe-Platon, tu es venu avec moi. Tu as vu comme moi qu'il y a eu un taux sur le détecteur de champs électromagnétiques ou autant que la radiation. Justement, tu as bien vu qu'il y avait quelque chose à cet endroit-là. Tu as vu le sol, tu as vu les arbres, tu as vu comment c'était. Puis, tu vois, ce dossier-là, il n'est même pas terminé. Parce qu'il y a toujours eu encore quelque chose d'autre. Il y a d'autres observations qui se font dans ce lieu-là aujourd'hui, puis ça ne cesse. Puis là, on le voit, mais vis-à-vis de l'autre côté du fleuve, c'est carrément en face. Carrément en face d'où il y a eu la porte. Même si ton enquête est terminée, là, comme nous autres chez MUFON, là, bon, tu as fermé ton dossier, tout ça, tu sais jamais qu'il y a quelqu'un qui va popper nowhere. Exact. Puis que, ah ouais, moi aussi, ou son call à lui décide de faire son call, mais ce call-là rejoint un autre dossier. C'est ça qui est le fun. Nous autres, on peut checker les dates, on peut aller avec les dates, puis tout ça, puis tu dis, hey, ça ressemble à ça. Même des fois, l'événement qui semble anodin, ça peut arriver qu'il va y avoir un signalement à un endroit X, puis il va y avoir des signalements anodins alentour, puis quand on prend le temps de regarder sur une carte, finalement, tous ces signalements anodins-là, ben, on a le parcours d'un objet qui a passé d'un point A à un point D à un point Z au bout de la ligne, qui a donné le gros événement. Un tracé de... Exactement, mais dans le fond, on vient de trouver que l'objet n'est pas apparu là comme par magie, il s'est déplacé d'un endroit à l'autre, fait qu'on peut trouver encore plus d'informations. Des fois, ça en est fou, tout le nombre de détails à laquelle on doit s'attarder. Puis c'est pas vrai qu'une enquête qu'on va faire en 1 semaine, 2 semaines, on va avoir touché à toutes les possibilités ou tous les petits détails, ou que tout le monde a vraiment parlé ou qui a fait un lien avec un cas en particulier. Là. Non, justement, un dossier reste toujours en stand-by au cas, comme tu dis, Éric, t'as coup qu'il y aurait des ajouts. Puis là, tu vois, j'ai fait l'appel à témoins et j'en ai du témoignage. J'en ai beaucoup qui rentrent là, mais qui s'ajoutent, qui est loin d'être juste ce que nous, on a vu. Mais c'est parmi ceux-là, il y en a qui se font rire d'eux autres. Pareil. Ben oui. Puis ça, je trouve ça insultant.
C'est vraiment insultant, choquant même. Parce que je me dis, crime, on n'est pas fou, puis tu fais passer les témoignages pour des fous. Et ça, je trouve ça vraiment pas à sa place. Si t'aimes pas le témoignage, si t'aimes pas ce genre de t'as pas ça dans tes gènes, on va dire dans tes gènes, de vouloir, tu sais, t'as pas d'intérêt à ces phénomènes-là, vire-toi de bord, c'est tout, puis tu veux écouter des émissions de passe-partout. Simonac, sac-nous patience. Le monde est comme ça, parce que des fois, ils vont regarder une émission pour l'haïr. Puis ils se plaignent sur Facebook. Ah, il est arrivé ça, galé, eux autres, gassi, ça. Ouais, ils sont bons là-dedans. Tu sais, genre comme Occupation Double, là. Ben, gars, moi, je regarde pas ça, j'aime pas ça, puis je bitch pas là-dessus. Non, c'est ça. Je bitch pas, je l'écoute pas, that's it. Mais il y en a qui écoutent ça. Ah, t'as-tu vu qu'est-ce qu'il a fait? T'as-tu vu que c'est ça? Juste pour chialer. C'est ça. Ben, le monde sont comme ça. Ben, c'est ça. Gang de ça. Mais j'aimerais ça faire un comparatif à un moment donné. Ça vient de me traverser ça vient de me traverser l'esprit. Faire un comparatif, tu sais, au nombre d'enquêtes qu'il peut y avoir, mettons, dans un service de police X, là, mettons, Ville de Québec ou la Sûreté du Québec, voir le nombre d'enquêtes non terminées ou qui sont encore ouvertes, pending, mais qui se passe plus rien. Juste faire un comparatif avec, mettons, des enquêtes ufologiques. Il y en a combien qui sont ouvertes, qui sont pas terminées, qui sont encore sous enquête? Tu vois, juste dans les disparitions, quand je faisais du search and rescue, des fois, j'allais checker voir, je recevais un call, j'allais checker voir si j'avais de l'info là-dessus, c'est comme une photo d'avance. Là. Exact. J'aimais ça être comme 3 pas d'avance. Puis, si tu regardes la quantité de monde que ça date depuis des années, qu'il y a des cold cases, ils appellent. Là. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Fait que, c'est pas juste parce que c'est l'ufologie que ça avance pas aussi vite. Là. C'est tous les services d'enquête. Si on le fait de façon honnête et professionnelle, ça prend du temps. Trouver les informations. C'est comme la vision que toi, que tu as, que t'on dit que tu as filmé est pas belle. On dit, je sais pas, tu avais des nuages, puis l'autre l'a vu, puis c'était dégagé. Mais c'est pas pareil, l'éclairage, le champ de vision, je l'ai vu, mais il y avait des édifices, mais là, celui qui est l'autre bord, il le voyait, puis tout ça. Il y a beaucoup de variations. Ça c'est un autre point, le visuel. Parce que j'ai eu un commentaire qui dit encore on a fait flou. Hey, Simonac, est-ce que tout le monde tient dans le poche un appareil de 2000$ pour filmer en meilleure qualité? Mais autre que ton cellulaire. Est-ce que toi, si tu as un appareil, aurais-tu moyen de te payer 2000$ pour filmer un ovni que tu sais même pas quand est-ce qu'il va te sortir d'en face? Est-ce que tu penses que, mettons, comme notre ami Daniel, il s'est acheté un appareil qu'il l'a toujours au cou, il y en a tout le temps un tout près. Un petit appareil plus petit, là, qui est toujours... c'est pareil comme traîner son cellulaire, la qualité peut être meilleure. Mais les gens critiquent parce qu'une vidéo peut être floue. Oui, mais pensez aussi que le phénomène est lumineux et que quand que ton capteur dans ton appareil entre en contact avec cette vue-là, l'appareil devient automatiquement flou. Peu importe que tu aies un appareil qui vaut 2000$, ça va faire la même maudite affaire. Puis si j'arrive avec une qualité top-notch, on va me dire... c'est donc bien fake, cette affaire-là. Ça paraît, c'est bien trop clair, ça se peut pas. Fait que chiolage, là aussi, là. Parvenir à avoir des images comme on a obtenu des services américains qui ont déclassifié des vidéos, là. Ouais. Faut comprendre que c'est des appareils, des équipements qui valent des millions, puis qui ont en plus des systèmes de traçage. C'est-à-dire que c'est pas un humain qui est en arrière qui bouge la caméra pour essayer de suivre l'objet, là. C'est un système électronique avec un système de stabilisation d'image. Puis si on regarde bien la vidéo, on n'est pas en couleur, là. On est dans des spectres infrarouges mélangés avec du noir. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on n'est pas dans les mêmes spectres pour parvenir à garder un focus puis de suivre un objet, là. C'est toutes ces choses-là que les gens sont pas au courant, savent pas ces choses-là. Mais nous autres, on le sait, puis on le sait pourquoi qu'on n'est pas en mesure d'avoir des vidéos de top qualité. Parce que ça prendrait ces millions-là pour être capable d'avoir le même type d'équipement pour pouvoir le faire aussi. T'sais. Exact. Puis, OK, vas-y. Moi, j'en ai une. Tu sais, j'ai un scope, là, que ce que je montre, que ce que j'appelle le Beast, là, ça a coûté une couple de piastres, cette affaire-là. Exact. Mais il faut que je sois à bonne heure. Exact. Au bon moment, là. Ben oui, mais ils te préviennent pas, eux autres, de gars, on s'en vient. Tu regardes du bon bord aussi, là. C'est ça. Où est-ce que je me place proche de chez nous, là, je vois Laval, Montréal, puis jusqu'à Longueuil avec ça, là. Le champ de vision que j'ai, là, il est extrême, là. Mais
Si c'est à l'autre bout, là, vers Longueuil, là, je suis capable d'aller chercher jusqu'à là. Mais ça dépend de la température. Y a-tu du smog? Y a-tu, tu sais, la température, là, est beaucoup là-dedans. Là. Y a-tu des nuages bas? Y a-tu des smog? Puis y a ça? Je peux te confirmer qu'il pleuvait aussi. Il pleuvait aussi le soir du 6 octobre en passant. Fait que, est-ce qu'un flare va rester allumé? Peut-être. Normalement, oui, peut-être. Mais c'est parce que tu vas voir des traces de boucan. Oui, mais là, moi, j'en ai pas vu. Toujours à cause de l'humidité. On l'avait d'en face, là, on l'a pas vu. Comme notre cas de l'autre soir qui s'est déroulé à Québec, où ça donnait un effet de faisceau lumineux qui frappe sur les nuages, mais on voyait pas le faisceau. C'était la même chose. Cette journée-là, c'est une journée qui était pluvieuse, hyper humide. On aurait dû voir le faisceau, d'où ce que ça partait, puis on le voyait pas. Oui, puis en fait, quand il pleut, en plus, le phénomène s'estompe parce que la pluie prend toute la place aussi. Et là, je reçois un commentaire aussi de notre ami Michelis. Bonjour, Michelis, en passant, qui nous écoute à toutes les semaines. Il dit que ça doit être la même chose que j'ai vu dans la nuit au chantier de la Romaine, sauf que moi, 2 lumières blanches, un par-dessus l'autre, et une fois que j'ai dit, j'ai jamais vu ça, et ça s'est éteint, et la propulsion après, c'est devenu turquoise. Oui, c'est un cas, la Romaine. Tu sais, ça, c'est un autre coin aussi sur la côte nord, ou même plus haut dans les terres. Beaucoup d'observations se font dans ces secteurs-là. Puis, je peux pas croire que l'armée peut être partout, là. C'est bien beau que c'est l'armée, que peut-être ça peut être ça. Ils ont le dos large. Ben oui, ils ont le dos large. Ben les gens, ils veulent comme ça. C'est comme si ça leur fait du bien de savoir que c'est juste ça. C'est un réconfort. Oui, c'est ça. C'est quelque chose que tu connais qui fait quelque chose. Tu dis, c'est eux autres qui font des exercices. Tu sais, oui, il y en a une partie là-dedans là, qui peut faire des exercices. Mais j'ai sur une application que j'ai, tu le vois, mais côté canadien, je le vois pas bien. Mais c'est plus américaine, l'application. Puis je peux voir où ce qu'ils font des fois des zones d'entraînement. Parce qu'il y a une collaboration avec l'armée américaine. C'est pour ça que tu vas le voir. Si c'est juste canadien ou... Parce que, tu sais, surtout ici au Canada, les 3 armées sont reliées les unes aux autres, là. L'armée canadienne, l'armée américaine et l'armée mexicaine, les 3 sont reliés par un traité. Là. Puis ce qui est drôle, là, c'est que tout le monde, on est comme confinés à rester chez nous dans une période où tu peux pas sortir vraiment dehors. Pourquoi? Je sais pas. Tu peux pas avoir de contact avec personne, tu peux pas... mais tu vois, les phénomènes qui sortent au même moment, y a-t-il quelque chose qui savent qu'il y a quelque chose qui se produit à quelque part puis faut pas qu'on en soit témoin. Ça aussi, c'est une... je dirais que ça aide. Moi, je dirais que ça aide à voir plus parce que le monde n'a rien à foutre. Excusez du terme, là. Mais le monde sont à la maison, puis tu regardes par la fenêtre, il fait beau, t'es sur ton balcon, tu te promènes. Tu sais, pour ceux qui travaillent pas, là, ceux qui ont la malchance, là, qui ont perdu leur emploi, t'as juste ça à faire, là. Être dehors à regarder, là. Moi, je suis dangereux, là, quand je prends plus de marche dehors. Je regarde juste dans le ciel, là, tu sais, je vais m'enfarger une journée, là. Quand j'avais un chien, je sortais avec le chien. Pendant que tout le monde regarde le cellulaire, toi, tu regardes dans les airs, puis c'est dangereux. Tout le monde se pète la gueule pareil. Là, on a notre invité qui attend, ça fait 25 minutes sur la ligne, pauvre monsieur Christian Cambois. Bonjour, Christian. Bonjour, Carole. Ça va bien? Ben, ça va, oui. Est-ce que tu as un son une radio d'allumée en arrière? Parce que je pense que je m'entends en écho. Non. Ah, OK. Non, ça doit être... j'ai coupé je me suis mis sur le site, mais j'ai coupé le son. D'accord. C'est le décalage. C'est le décalage qu'il y a entre les deux. Donc, pour faire une courte présentation, parce que je vous ai comme très peu décrit sur mon annonce que j'ai mise sur la page de Zone Parallèle. Vous, là, pour commencer, dans votre vie, votre métier de base, c'était quoi? Je le sais, mais les auditeurs ne le savent pas. Pardon? J'étais cadre administratif dans la police nationale. Donc, ça, c'est très intéressant à savoir ça, juste en partant.
Mais dans le cadre de votre métier à l'époque, avec l'histoire qu'on vient de raconter aux auditeurs, est-ce que vous aviez affaire à ces genres de phénomènes-là, les appels que les gens peuvent recevoir, les policiers peuvent recevoir? Est-ce que c'était dirigé vers vous ou sur la police, la gendarmerie? En France, c'est la gendarmerie qui est chargée d'étudier ces phénomènes. OK. Pas la police. Et la police fédérale, que vous étiez dans la police fédérale, vous dites? J'étais dans la police judiciaire, oui, mais qui s'occupe que des grosses affaires, c'est-à-dire des vols à main armée, des meurtres, des viols en série, que des grosses affaires, quoi. Par curiosité, est-ce que vous pouvez me faire... C'est quoi la distinction entre le gendarme et le policier? Ben, la plus grande des distinctions, c'est que les gendarmes sont militaires, alors que les policiers sont civils. Oh, OK. Dans le fond, pour nous, ça serait la Gendarmerie royale du Canada versus la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec, oui. Oui, j'ai eu l'occasion, j'avais dit à Carole, dans mon travail, j'ai eu l'occasion de recevoir des collègues de la Sûreté du Québec. OK. Oui, c'est vrai. Qui étaient venus en formation, en stage, pendant 2 semaines chez nous. OK. C'est vrai, on en a parlé quand on a jasé en vidéo, Christian et moi, il y a quelques semaines déjà. Mais vous avez un parcours qui m'intéresse tellement parce que pour ce que vous dites, c'est hyper intéressant et surprenant à la fois. Vous avez pris votre retraite il y a à peu près une dizaine d'années déjà, si je me souviens. Non, en 2014. 2014, en tout cas, ça fait 6 ans. Mais vous avez commencé, parce que vous êtes aussi auteur de plusieurs livres, dont La science et ce qui joue un peu, parce que là, j'ai pas les titres de livres dans ma tête, là, j'ai pas ouvert ma page. J'aurais dû faire ça avant de vous parler. Je vais aller les mettre sur les liens. Parce que j'ai pas tous les titres par cœur, je les ai pas notés, pas en tout. Je pars vite un matin, là. Faut croire. C'est pas grave. En fin de compte, Carole, tant que j'étais en activité dans la police nationale, je ne voulais pas parler de mes expériences de médiumnité, de tout ce qui tourne autour. Je gardais ça pour moi. Okay. Parce que je savais que c'était pas... Il fallait faire un choix. Après, je veux dire, où je gardais mon travail, où je le faisais sérieusement, où je faisais autre chose, quoi. Donc, je suis resté discret jusqu'à l'année de ma retraite. C'est quelque chose, là. C'est à l'année de ma retraite que j'ai sorti mon premier livre. OK. Et où j'ai raconté aux gens comment moi, j'ai commencé à communiquer avec les défunts. Parce que moi, mon objectif, c'est pas de vivre de ma médiumnité, c'est de faire partager mon expérience. Oui. Depuis le début, c'est ça. C'est-à-dire, je veux pas un nouveau travail. Je veux expliquer aux gens, si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver aussi. Donc, mon premier livre, le titre, c'est « Communiquer avec vos proches disparus ». C'est-à-dire, faites comme moi, faites-le. Et moi, je vous explique comment j'y suis arrivé. Oui, c'est ça je trouve intéressant, justement, parce que je sais que tout le monde a cette capacité-là de le faire. Mais dans votre cas, vous le saviez déjà, même à l'époque, dans le temps où est-ce que vous travailliez, justement, puis ça s'est développé avec le temps, ou vous l'avez travaillé, ça, avec le temps? Moi, j'ai travaillé. Et en fin de compte, j'ai commencé à m'intéresser à tous ces phénomènes quand j'étais adolescent. Oh, quand même! À 17, 18 ans, voilà. Alors, je ne pratiquais rien, je lisais des livres. Mais je lisais des livres sur tout ce qui était mystérieux. Même les ovnis dont vous parliez, oui. Je me suis intéressé aux ovnis pendant très 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 longtemps et je m'y intéresse encore. Je m'intéressais aux pyramides, qui a construit les pyramides, à quoi ça sert. Je me suis intéressé au magnétisme, à la médiumnité, au spiritisme, à toutes ces choses-là, mais je ne faisais que lire des livres. Et c'est à l'âge de 40 ans, d'un seul coup, je suis passé de la théorie à la pratique. Okay. Et en fin de compte, j'ai d'abord expérimenté le magnétisme. OK. Vous avez appris à jouer avec la pendule aussi, le pendule. Alors, j'ai commencé d'abord avec le magnétisme, avec un petit livre que j'avais trouvé, où le monsieur qui l'avait écrit disait « Vous avez tous du magnétisme,
essayez, vous verrez. Et dans son livre, il donnait des tests à faire. Par exemple, essayer de momifier, on dit momifier, c'est pas... Bon, essayer de momifier un bout de viande, par exemple, un bout de steak. Le pétrifier? Oui, pour le rendre dur, inodore, il ne pourrit plus, etc. Juste en imposant sa main ou les deux mains au-dessus, etc. Donc je l'ai fait et ça a marché très vite pour moi. Alors après, on peut faire ça avec des plantes. Oui. On peut prendre 2 plantes identiques, 2 graines identiques, 2 fois le même pot, la même terre. On les arrose pareil, mais il y en a une qu'on magnétise et l'autre non. Et aux surprises, celle qu'on magnétise grandit 2 fois plus vite. Ah oui! Vous Voilà, avez alors tenté ça, l'expérience. Wow! Je l'ai fait, j'ai pas d'explication, mais j'ai constaté que ça marchait. Je peux pas l'expliquer, je suis pas scientifique moi, hein, mais j'ai constaté que ça marchait. Alors ça, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça sert à rien. Alors je me suis dit, bon, si j'ai du magnétisme, autant qu'il serve peut-être à quelque chose. J'ai profité de mon épouse qui était un peu malade. Elle avait une angine qui passait pas. Et je lui ai dit, tu veux que j'essaye avec le magnétisme? Elle m'a dit, oui, on risque rien. Donc j'ai posé ma main au-dessus de sa gorge. Dans ma tête, c'était juste une pensée positive, quoi. Je veux dire, je fais ça pour l'aider, pour faire partir sa douleur. En pensée, c'est tout, hein. C'est pas une prière. Et aux surprises, je veux dire, 2 heures après, elle m'a dit, écoute, ma gorge, ça va mieux. Et moi, par contre, j'avais un peu mal à la gorge. Ah oui. Ça c'était mon premier test. C'est comme 2 jours si... après, 2 jours après, c'était un voisin qui avait mal au dos et qui me disait, je comprends pas, j'ai mal au dos pratiquement tous les jours, alors que pour le docteur, il n'y a rien. Il n'y a rien à la radio, j'ai rien de cassé, j'ai rien fait de spécial et tout. Alors j'ai essayé donc de le magnétiser, pareil, avec en tête seulement l'idée de lui faire du bien, de le soulager. C'est tout. Et aux surprises, le lendemain matin, il m'a dit, écoute, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais mon mal de dos, il est parti. Mais moi, j'avais un peu mal au dos. C'est comme si vous l'aviez pris sur vos épaules, comme on dit. Oui. Alors là, j'ai appelé au téléphone un magnétiseur, mais un professionnel qui faisait ça depuis des années dans ma région. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, voilà ce que je fais depuis peu. Et une fois que je lui ai expliqué, il a rigolé. Et il m'a dit, il faut pas faire comme ça. Là, tu donnes ton énergie aux gens et tu prends la leur. Mais tu leur donnes la bonne et tu prends la leur qui est mauvaise. Il m'a dit ça, faut pas le faire, parce qu'il m'a dit sinon tu vas être épuisé, puis tu vas avoir mal partout. Exact. Alors j'ai dit qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il me dit de l'énergie, il y en a partout, tout autour de nous. Il dit demande l'énergie de l'univers. Exact. Mais ne prends pas la tienne. C'est exactement ce que, ouais. C'est exactement ce que je dis de faire. Je n'ai changé que ma pensée. C'est-à-dire, en même temps que je le faisais, je me disais, dans ma tête, toujours, j'utilise l'énergie de l'univers qui est infinie pour soulager ce monsieur ou cette dame. Et à partir de ce moment-là, que j'ai fait comme ça, avec cette pensée-là, ben moi, je n'avais plus les douleurs. Ça, là, c'est vraiment la recette, justement, pour ne pas s'épuiser. C'est comme prendre le mal des gens puis de se l'approprier. À ne pas faire. C'est vraiment pas. Oui. Regardez, Christian, on va aller à une courte pause parce que faut qu'on le fasse. Je connais le système des radios. Justement, oui, on va en parler aussi tantôt parce qu'on vous a vu un peu partout en Europe, en France, c'est-à-dire. Puis je veux qu'on en parle un peu de ce qui vous est arrivé dans votre vie et ce qui arrive aujourd'hui. Alors, restez là, ne bougez pas. On vous revient tout de suite après. De retour en studio avec Christian Cambois au téléphone. Vous êtes toujours là, Christian?
Oui, oui, oui. Excellent. Tantôt, on a parlé un peu des énergies, comme quoi vous allez chercher dans l'univers, justement. Mais tout ça, ces affaires-là, le truc des énergies, ou vos connaissances, vous les avez appris dans vos lectures quand vous étiez plus jeune, etc. Vous aviez un intérêt, dans le fond, à... Et il n'y a rien de magique dans tout ça, parce que c'est quelque chose qui est là, puis que les gens ignorent ça. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Il faut aller chercher des choses, il faut aller les chercher à l'intérieur de soi, et non pas toujours aller chercher chez les autres, à l'extérieur. OK. L'extérieur est trompeur, en fin de compte. Oh, tout à fait. C'est de l'illusion. La vérité, on la trouve en soi, en cherchant. Et il faut être patient, et il faut travailler. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit « je suis médium de naissance ». Moi, non, j'ai découvert la médiumnité à 40 ans, après avoir beaucoup lu, beaucoup étudié, et après, j'ai beaucoup pratiqué. Et donc, je dis qu'on peut apprendre tous. On peut tous devenir médium, plus ou moins fort, de la même manière qu'on peut tous devenir musicien. Mais il faut apprendre, il faut faire des gammes. OK. Il faut passer du temps. J'ai un commentaire justement de René Chabot qui vient à l'occasion à la radio. Il dit que tu peux aller chercher des énergies, dans le fond, négatives de quelqu'un et de t'en débarrasser tout de suite. Tu n'auras rien du tout et l'autre non plus, il n'y aura rien. Mais c'est mieux quand même de passer outre que de la nôtre, notre énergie, et de prendre celle de l'univers ou de celle qui nous entoure, justement. Comme ça, on n'a pas à travailler parce que des fois, on peut ressentir la douleur des autres, oui, dans un court instant, mais il faut qu'on se le dise que ça ne nous appartient pas. De la même manière qu'on peut ressentir la peine de quelqu'un. Oui. Et pleurer avec lui. Oui, effectivement. C'est de l'empathie, voilà. Ça, en quelque sorte. Eh oui. Donc, physiquement, c'est pareil. Ce que je faisais au début, donc voilà, je le faisais mal parce que j'allais chercher une douleur et je la prenais pour moi, quoi. Je veux dire, c'était pas la bonne solution, quoi. Là, j'ai aussi... vous aviez écrit en tout combien de livres dans votre... Là, j'ai sorti le 10e, là, au printemps, là. Le 10e, quand même, parce que le premier a été publié en 2013 ou 2014, si j'ai bien compris. 2013, oui. Bon, c'est ça. Oui, ça fait 10 livres en 7 ans, oui. Mon Dieu, vous êtes un comme à la Jean Cazot, mais à la France au lieu du Québec, parce que Jean Cazot a fait la même chose. Puis je sais que vous avez aussi Jean Cazot dans vos amis Facebook, parce que j'ai vu qu'il était dans votre liste, mais il y a des trucs comparés pour ce qui est de la religion que vous avez en commun, lui et vous. Et oui, mon dernier livre, d'ailleurs, c'est une grosse critique de la religion chrétienne, okay. Du Vatican, de l'histoire de Jésus, de Marie, etc. Et j'ai cité plusieurs fois Jean Cazot dans mon livre et d'autres. Parce qu'il y a d'autres historiens italiens qui eux aussi critiquent ce qu'on appelle une croyance. Ça doit être une religion, c'est une croyance qui ne repose sur pas grand-chose d'historique. Est-ce qu'il le sait, Jean, que vous parlez de lui dans votre livre? Je pense pas. Je vous l'annonce, Jean Cazot, il va probablement entendre, ou il y a quelqu'un qui va lui dire s'il n'écoute pas l'émission, comme quoi qu'il va être cité dans un livre en France. Il va en être très heureux, je pense. Je suis également Jean sur ce qu'il fait contre le Covid. Oui. Parce que le Covid, c'est pareil, je n'y crois pas. Et donc je fais partie des complotistes en France, même si je suis pas connu. Parce que, comme Jean, je critique tout ça. Je publie des vidéos qui sont censurées par Google ou par Facebook. Voilà, mais je continue à me faire le relais, je ne crois pas. Je ne supporte pas de voir mes enfants, mes petits-enfants avec des masques. Je suis très très en colère contre cette affaire du Covid. Même ma spiritualité en a pris un coup, parce que normalement, quand on se dit spirituel, on doit arriver à contrôler ses émotions, à ne plus manifester de jalousie, de colère, etc. Mais là, depuis le mois de février, je reconnais, je suis très en colère.
je suis des professeurs de médecine qui disent, et qui savent de quoi ils parlent, et qui disent que tout ça c'est des salades qu'on nous raconte, et que c'est une petite grippette, quoi, c'est tout. Et voilà, et moi j'ai pas envie de changer ma vie, j'ai 67 ans, j'ai un peu l'âge de Jean Cazot aussi, hein. J'ai pas envie de vivre enfermé avec un masque, j'ai envie de respirer, normalement. Mais justement, les gens traitent... regarde, je passe aussi pour une complotiste parce que je n'adhère pas à tout dans tout ça. Et moi aussi, ça me choque de voir les enfants être pris avec des masques puis de pas avoir le droit de jouer entre eux autres. Ça relève du Surtout qu'il y a des vraies études qui ont été faites sur ce cas-là. Sinon, pour rappeler à certaines personnes qui l'auraient oublié, le procès Nuremberg, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le procès était en lien direct avec ce qui se passe présentement, puisque c'était les nazis, les scientifiques nazis qui étaient jugés durant ce procès-là. Et tout a été divulgué de ce que eux ont fait à leurs patients sans leur consentement. Juste là, ce qu'on fait là, c'est sans notre consentement. On passe pour des complotistes parce qu'on parle à l'encontre de ce qui est dit, de ce que les gens veulent qu'on dise. Exact. C'est là, je regarde Eric qui a envie de parler aussi. Juste dire une niaiserie. Là. Ah, vas-y. On va être obligé de terminer l'émission. Là. Il y a du monde à la porte qui nous regarde. Mais, je suis surpris, si tu veux, des réactions des gens, la majorité de la population, qui dit rien, qui met son masque, qui baisse sa tête. Publiquement, les gens disent rien. Et c'est le même phénomène qui se passe dans le milieu que moi je fréquente de la spiritualité, de la médiumnité, où les gens, à la rigueur, ils connaissent pas, mais ils cherchent pas, ils ouvrent pas un livre ils cherchent pas par eux-mêmes. C'est ce qui me déconcerte. C'est ce qui me déconcerte. On a des confrères qui sont des enquêteurs avérés, mais là-dessus, ils sont pas capables de faire d'enquête. Puis c'est pas de l'ufologie, là, mais ça reste que c'est une enquête pareille. Ils sont complices. Ben, si on dit rien qui est contre, on est consentant de ce qui est en train de se passer. Et puis, c'est carrément ça. Moi, personnellement, je suis pas consentant de ce qui se passe, puis je veux pas être non plus regardé comme si je suis complice de tout ça. C'est justement parce que je veux pas... J'ai mes valeurs aux bonnes places, j'ai une tête sur les épaules, puis je suis capable de réfléchir par moi-même, puis je veux pas adhérer à ça. Je veux pas être complice. Ça va être plate, qu'est-ce que je veux dire. C'est comme la femme qui se fait violer, puis qu'elle va juste dire une fois non, mais qu'elle se laisse faire. C'est parce que, tu te laisses faire, ça veut dire que tu es consentante. Christy, si tu dis non, puis tasse-toi, il va-t'en. Puis tiens ton bout, non, c'est non. Mais après ça, cette personne-là va aller se plaindre qu'elle s'est fait violer. Non, c'est parce que tu l'as laissé faire. C'est la même chose pour le voisin qui entend ce qui se passe dans l'autre appart à côté puis qui fait rien. Oui, ça, là, c'est une autre affaire, ça. Ici, on a le système de police qui fait comme plains-toi de tes voisins. Si tu vois qu'il y a de la visite chez le voisin, appelle-nous, ils vont avoir un... Mais sauf que quand cette personne-là va avoir un autre voisin que sa femme est battue, puis ils font tout de suite, ah non, moi, je m'en mêle pas. Ça fait partie de la famille à côté. Je veux pas m'en mêler, pas avoir de trouble. C'est ça. Je veux pas manger une volée parce que j'ai fait une plainte contre eux autres. Mais ils sont prêts à faire une plainte pour quelqu'un qui a eu de la visite à la maison. Si tout le monde est prêt à faire sa mémère, mais être prêt à aller porter assistance, ce qui devrait être une notion de base, ben ça, c'est le monde a bien de la misère. Là, je pense que mon petit... mais là, tu sais, je mettrais un bémol, comme on dit, je dirais doucement, parce que de mes années police, je sais que il y a des gens qui ont dénoncé leur voisin qui tapait sur la femme. Mm-hmm. C'était vrai. La police, nous, on savait que c'était vrai. Mais la femme, elle a dit que c'était pas vrai. Elle a protégé son mari. Mm-hmm. Résultat, c'est le voisin qui a été ennuyé.
Il avait dénoncé des choses qui n'étaient pas vraies. Ouais, c'est ça. Ils veulent pas s'en mêler, mais garde, parce que... C'est pas facile, c'est pas facile. Hein? C'est ça, c'est au bout de la ligne, c'est le système de justice qui fait qu'on, dans certains cas, on est capable d'aider, puis dans d'autres cas, on se met dans la merde. C'est du stoulage. C'est stoul. Être stoul, là, moi, j'ai été stoulée parce que ma mère habite chez moi. Je l'ai déjà raconté. Je vais le dire encore, je m'en fous. J'ai eu la visite de la police parce qu'il y avait du monde qui venait chez nous. Au printemps dernier. Oui, il y avait du monde qui venait chez nous, même si on n'avait pas le droit. Oui, c'était le médecin, les infirmières, les auxiliaires et toutes les personnes qui venaient m'aider parce que ma mère était très malade. Mais on a envoyé la police quand même. Mais la police, quand ils sont rentrés, ils ont dit, garde, c'est beau, on a compris, là. Mais là, tout de suite, la première question de la police, est-ce que votre mère a la COVID? Non, elle n'a pas la COVID. Quand même, ça l'aurait eu, la COVID. Si je serais là, ben, j'aurais peut-être probablement vu le policier revirer de bord à course, là, peut-être. Je le sais pas. Mais l'important, là, j'aime autant quasiment qu'on change de sujet parce que je commence à avoir une petite bave qui me coule sur le bord des lèvres. Là. Je vais pogner les nerfs. Ben, t'es en train de changer de couleur puis il y a de l'estime qui sort. Ben oui, je pense que mon petit côté spirituel... Moi, vu mon âge et vu mes convictions, je crois pas à la mort. Je crois à la survie de la conscience. Ben oui. À la vie après la mort. Donc je suis pas inquiet. Et que je parte du Covid ou d'un cancer, je m'en fous. Mais qu'on me laisse voir mes enfants et mes petits-enfants et qu'on me laisse vivre tranquille et sans masque. C'est le genre de questions que j'ai posées à une de mes collègues, une madame d'un certain âge. Je lui ai juste mis un exemple. Si le médecin il dirait à cette personne-là, il te reste 6 semaines à vivre. Qu'est-ce que tu vas faire? Veux-tu le passer tes 6 dernières semaines de ta vie enfermé chez vous avec un masque ou tu veux profiter de tes 6 dernières semaines de ta vie que tu vas pouvoir faire quelque chose? Oui. Là, j'ai quelqu'un qui m'écrit, qui demande, est-ce que ça serait quoi alors si le virus qu'on suppose qu'il n'est pas vrai, ça serait quoi? Parce qu'en fait, oui, effectivement. Qu'il n'est pas vrai. Attends, chaque fois qu'on est complotiste, on nous dit, en face, on nous dit, mais alors tu crois que personne n'est mort? On n'a jamais dit ça. En France, il y a 1800 morts par jour. Tout le temps. Oui. Donc, qui meurent du Covid ou du cancer ou d'autres choses, on s'en fout. Il y a 1800 morts tous les jours. Mais paniquer pour celui de Covid? Comme par hasard en France, il n'y a pas eu de grippe cette année. On a 70 morts de la grippe cette année, alors que d'habitude, on en a 15 000. Oui, c'est ça. Là, Eric, je pense qu'il a envie de réagir. La grippe de cette année. Bon, et ça a toujours tué des vieux. La grippe a toujours tué des vieux en France. Et ici aussi. Eric, tu voulais dire quelque chose? Le seul côté positif du COVID, c'est que tu meurs plus des autres maladies. Oui, c'est ça. Il n'existe plus. La leucémie n'existe plus. Confiné, il y a moins d'accidents de la route. Oui, c'est ça. Ouais, ben, hey, le gars, il s'est jeté en bas d'un balcon. Pauvre gars, il est mort du COVID. Je suis pas québécois, mais tu peux dire à Jean que le COVID, ça me crisse sacrément. Ah, non, mais quand que le COVID te sac en bas d'un balcon, ça c'est un assassin traître, le COVID. Oui. C'est très traître. Mais non, effectivement, il y a beaucoup de morts de grippe à chaque année. Puis là, tout d'un coup, il n'y a plus personne de mort de la grippe. C'est tout est mis dans le même bateau. Puis j'ai un peu de misère, moi aussi, avec ça. Mais on va revenir à nos moutons parce que je veux pas qu'on parle de ça plus que ça. Parce que je suis en train de pogner les nerfs. Puis ça me tente pas de pogner les nerfs. Mon petit côté... on va s'énerver. C'est ça. Mon petit côté spirituel et calme, il est en train de prendre le bord. Mais les énergies... Je vais avoir un nuage noir autour, là. C'est pas mieux, là. Je veux pas embarquer dans ça et dans le système de la peur, là. Mais j'ai une question de Thierry pour venir à nos moutons. Thierry demande, est-ce que le truc des énergies, est-ce que c'est le même principe que le Reiki? Moi, je dirais que oui, mais votre avis, Christian, ça serait quoi? Le Reiki, je ne l'ai pas pratiqué, mais j'ai des amis qui le pratiquent. Je pense que c'est la même chose, avec d'autres noms, mais c'est la même chose. Ils font des passes avec les mains, comme je fais moi. Moi, j'ai pas appris. J'ai suivi mon intuition. J'ai fait ça naturellement. Je me suis retrouvé magnétiseur, bénévole, occasionnel, à soigner des gens tous les jours, en plus de mon travail. Mais j'ai pas appris. J'ai pas suivi de formation. Je suivais mon intuition.
Et le Reiki, la différence, c'est que les gens suivent pas leur intuition, ils suivent une méthode qui a été créée par quelqu'un, il y a je sais pas quand, un Asiatique, je crois. OK. Mais à mon avis, c'est exactement pareil. Je veux dire, tout est dans l'intention, Oui. et dans le geste. Et voilà, l'intention. On dirige nos intentions positives ou curatives vers quelqu'un ou quelque chose, et ça fonctionne pour vrai. Ça, je peux le De dire. la même manière, si tu as envie de faire du mal à quelqu'un, tu peux. Exact. Si tu as des images, des idées négatives, je l'aime pas, je veux qu'il lui arrive quelque chose, je veux qu'il soit malade, tu peux provoquer des choses désagréables. Oui, effectivement. Ça, j'en connais du monde comme ça qui ont voulu s'en prendre à moi en m'envoyant des énergies très négatives. Je voyais ces énergies-là, je voyais qu'il y avait quelque chose qui se passait parce que j'ai cette capacité-là de capter des affaires des fois, moi aussi, mais je pouvais pas te dire c'était quoi ni d'où ça vient, mais je peux te dire que c'était quelque chose de négatif qui voulait s'en prendre à moi, par exemple. Puis c'est la même chose que c'est vrai. C'est très facile de faire quelque chose avec une très forte intention, qu'elle soit positive ou négative. C'est vrai que ça fonctionne. Surtout si on est Ça marche plusieurs. pour la vie de tous les jours, hein. C'est pas que dans un cabinet de magnétiseur ou de médium, hein. Non, c'est ça. Même au travail, je veux dire, la secrétaire qui pense du mal de son patron, qui lui en veut en permanence, le résultat c'est le même, quoi. Mais c'est comme quelqu'un, comme les sectes, où ce que les gens se réunissent pour prier. Puis je dis prier, là, pour faire une intention, parce qu'une prière, dans le fond, c'est une intention aussi, une demande, et qu'on se concentre sur quelqu'un pour une raison ou une autre. Mais quand ils sont une gang à le faire en même temps, la demande est plus forte dans l'univers, donc ça risque d'avoir un impact encore plus grand, à mon avis. Mais il y en a que je connais qui sont très puissants, là, à eux seuls sont capables de voir ou de faire quelque chose. Mais je sais que c'est en groupe. Oui, d'être collectif, c'est encore plus fort, oui. Oui, c'est ça, exactement. Mais dans votre cas, est-ce que vous êtes consulté justement pour des maladies? Quelqu'un qui est malade puis qui dit, Karim, je vais aller le voir, ça a l'air qu'il est fort. Je l'ai fait pendant des années, mais je le fais plus. J'ai arrêté depuis ma retraite. Mais pour quelle raison? Parce que je voulais écrire des livres, je fais des livres, je fais des conférences. Je pouvais pas tout faire, quoi. Puis j'étais tellement content d'être à la retraite et d'être libre que j'avais pas envie d'exercer. En plus, je le faisais bénévolement. Et là aussi, je me suis aperçu qu'il y a des gens qui abusent. Quand on est gentil, les gens abusent aussi de la gentillesse. Et ça, c'est vrai en tabarouette. J'ai vu des gens, moi, qui abusaient de moi. Je veux dire que je me déplaçais, je faisais 3/4 d'heure de voiture pour aller chez eux. Je restais chez eux, je revenais 3/4 d'heure de voiture. Ils m'avaient même pas offert un café ou un verre d'eau, alors que je faisais ça gratuitement, quoi. Ah, mon Dieu. Et au bout d'un moment, j'ai été déçu, quoi. Donc j'ai dit, je vais arrêter. Ça, c'est vrai. Il y en a qui... ah, mon Dieu. Le je me moi et l'ego qui fait que je garde toutes mes dus. Mais donc, moi, je le mérite. Mais t'as même pas de merci. T'as même pas de s'il vous plaît. Et puis c'est pas des fois les plus pauvres, hein. Non, mais ces personnes-là, je pense... J'ai vu des gens à la campagne, je veux dire, pendant, mettons, que je soignais une dame, son mari était parti, quand il est revenu, il avait 1 kilo de haricots verts et quelques tomates pour moi. C'était sa façon de me dire merci. Mais c'est quelqu'un il savait que je prenais pas d'argent, donc il voulait quand même donner quelque chose, ce monsieur. Ça c'est bien, mais j'ai vu des gens aisés, des gens qui n'ont pas de problème d'argent, et là, rien, hein. Pas un verre d'eau, pas un café, pas du tout. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de problème d'argent. Ben, justement. Là, moi, j'ai continué, j'ai fait, par exemple, parce qu'il y en a qui m'ont demandé, j'ai fait un guide pratique du magnétisme, un guide pratique du pendule, histoire de dire aux gens, voilà comment moi je fais. Si vous voulez essayer, allez-y. Bien, le genre d'aide qu'on apporte aux autres, parce que là, j'ai une question encore Thierry qui demande si on peut le faire pour soi-même. Moi, je répondrais oui. On est capable de s'auto-guérir. Moi, je sais pas faire. Hein.
Je suis à un âge où j'ai des douleurs. Des fois, je me lève avec des douleurs, je ne sais pas pourquoi. Et je ne pense jamais à me magnétiser. Pour moi, c'est pour les autres. Alors, j'y pense pas pour moi. Parce que, mon Dieu, c'est s'auto-guérir, pour moi, ma méthode à moi, là. Je vais vous la donner, ma méthode à moi. Puis c'est vrai que ça fonctionne. En tout cas, en grande partie, ça fonctionne. Je sais pas si ça fonctionne pour longtemps, mais il faut vraiment qu'on s'imagine. C'est comme... j'ai vu un truc dans une revue à un moment donné ou dans un journal, je m'en souviens pas. En tout cas, j'avais lu quelque chose là-dessus. C'est qu'il y a un jeune qui était condamné à mourir du cancer du cerveau. Il n'y avait plus rien à faire. Et les parents ont fait non, ça se peut pas. On peut pas abandonner comme ça se peut pas. Et ils ont amené leur enfant voir un spécialiste qui fait des trucs justement en énergie. Puis le type lui a répondu aux parents et aux jeunes, regarde, tu joues aux vidéos dans des jeux vidéo? Ben imagine-toi en train de jouer à un jeu vidéo dans ta tête et que tu tiens une manette imaginaire dans tes mains, là, et que tu pèses sur les petits pitons. Et chaque fois que tu pèses sur un piton, c'est un rayon laser que tu envoies sur une masse quelconque que tu vois dans ton cerveau. Puis imagine-le, visualise-le en train de se détruire jusqu'à temps. Et tu pèses tes petits pitons jusqu'à temps que tu vois que le petit monstre dans ta tête meurt. Et le jeune s'est mis à le faire. Mais croyez-le ou non, le jeune s'en est remis par miracle, comme les médecins disent. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Il n'y avait plus aucune trace du cancer dans son cerveau parce qu'il s'était auto-guéri de cette façon-là. Le médecin qui lui avait suggéré cette idée, mais c'était parce que c'était comme le jeune, c'est un petit gamer. Il aimait ça jouer à des jeux Nintendo puis ces affaires-là. Fait que il a donné un truc que le jeune pouvait comprendre, puis c'est ce qu'il a fait. Ah oui. Ou même visualiser moi, plus facilement. Un de mes derniers livres, c'était Science et spiritualité, une alliance nécessaire. J'ai un contact avec quelques scientifiques, et notamment un physicien de bon niveau français. Lui-même surprend ses collègues parce que il dit que l'essentiel, c'est pas le temps, l'espace, la matière. L'essentiel, c'est la conscience. Et en fin de compte, c'est la conscience qui crée tout. La matière, le temps, l'espace. Tout ça, ce sont des illusions créées par la conscience. Donc, dans le cas que tu donnes du jeune, c'est pareil. Il s'est mis à demander à sa conscience d'avoir des intentions précises sur sa tumeur au cerveau. Et donc, il a changé consciemment la matière. Ben donc, oui. Voilà, il y a beaucoup de physiciens maintenant qui parlent de ça, mais ils sont encore minoritaires. C'est toujours les matérialistes qui sont aux manettes. Mais je pense que d'ici quelques années, ça va changer. Je pense que oui. Là, on va devoir retourner à la pause, mais j'ai deux choses avant. Je vais juste terminer le premier bloc, le demi-bloc de l'émission avec ça, parce que j'ai deux questions ou commentaires que j'ai reçus à propos de l'espèce de COVID. René Chabot qui dit que les brevets pour les fameux tests COVID-19 ont été faits en 2015 et 2017. Et les tests ont été achetés par tous les pays de l'OMS en 2018 et 2019 avec le nom COVID-19. Alors, pourquoi depuis 2015? Qui pose la question. Oui, moi, je te dirais, ça veut plus vieux que ça, parce que le test PCR qu'on fait dans le nez, oui. Je ne sais pas si c'est le même au Québec, mais en France, oui. là partout, le test PCR qu'on enfonce profondément dans le nez. Oui. Il a été inventé par un prix Nobel de chimie il y a 40 ans presque. Le monsieur, il est mort l'an dernier. J'ai lu ça aujourd'hui. Et lui-même disait de son test, il l'avait fait pour le VIH, pour le sida. Oui. Il ne pouvait pas le faire pour le Covid, qui n'existait pas. Et il disait, attention, mon test n'est pas fait pour dire si oui ou non vous êtes malade. Il l'a dit en vidéo, ça. On l'a, un extrait vidéo. Oui, j'ai vu ça. Mais on l'a, je l'ai lu cet après-midi, moi. Donc, je veux dire, on nous raconte encore des histoires là-dessus. En France, ils sont tous fiers.
ces abrutis de nous dire plus de 20 000 cas positifs aujourd'hui. La grosse histoire... Il y a des cas, et il y a un autre professeur qui a dit s'il continue, bientôt on va avoir 100% de cas positifs, mais on s'en fout, on n'est pas malade. C'est ça c'est la grosse histoire ici, c'est que présentement, le fameux virus n'a pas été isolé encore, même s'il y en a plusieurs qui le prétendent, mais la souche elle-même n'a pas été isolée. Ouais. Donc, il n'y a pas de point de référence pour être capable de dire que le test PCR, tu sais, ils font un test PCR, mais ils cherchent quoi dans ce test-là? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Détecter si tu as eu un rhume il y a 3 ans. Exact. C'est que présentement, c'est que ce qu'ils cherchent est tellement large que ça peut être du n'importe quoi dans ta famille de virus-là. Oui, puis ça peut être quelque chose que tu as déjà eu dans le passé qui est resté là aussi. Exactement, parce que tu as développé les anticorps puis ils sont encore dans ton système. Et voilà. Et ça répond à la question aussi de Marie-Josée qui demande alors si c'est banal, une banale infection. Notez que je ne cherche pas à faire pogner nerf, Carole, mais j'essaie juste de comprendre. Parce que je travaille dans le domaine de la santé et mes collègues se demandent comment est-ce possible que les gens ne croient pas à toute cette histoire. C'est pas que le virus n'existe pas. Le virus existe. C'est comme une grippe, mais un peu plus forte et donc un petit peu plus dommageable. Donc, c'est pour ça qu'elle tue plus de gens. Ça, c'est mon avis, là. Je suis pas médecin. Là. Non, c'est ça. je le dis, je suis pas une scientifique non plus. La grippe est plus forte, donc tu as plus de chances d'en mourir que de la grippe normale qui déjà tue des gens. Ça veut dire qu'elle est là, mais elle te manquera pas. Tu as vu, elle tue des gens, quand même, plus ils sont âgés, plus ils meurent. Mais c'est normal, ça. Ben oui. C'est toujours été comme ça, c'est les plus vieux qui meurent en premier. C'est ça. Mais là, apparemment qu'elle atteint d'autres tranches d'âge. Mais oui, elle est plus forte, la grippe. Ça, elle existe. Pour moi, le virus, il existe, ça, c'est sûr. Mais jusqu'à quel point les mesures qui sont prises, c'est là que j'ai un petit bémol à quelque part. Oui, mais en tout cas, ça, mais non, oui. Là, on va aller à la pause. Je veux même plus de questions qui ont rapport à la COVID pour le reste de l'émission parce que je veux qu'on parle... Le COVID. On va le tuer. Après la pause, le COVID va être mort. C'est ça. On va avoir tué le virus. Mais je veux qu'on parle de vous parce que c'est pas pour ça qu'on vous avait invité, d'ailleurs. Je veux entendre vos histoires à vous. Alors, restez là. On va à la pause et on revient tout de suite après. On n'a pas mis le bon intro. Mauvais retour. Ben oui, toi, on a un mauvais retour. Puis je pense que le prochain aussi, ça va être la même affaire, ce que je viens de voir. Ben on est retour en studio, mais avec la musique d'intro de retour de la zone insolite. C'est très drôle. Ah, ça doit être, il doit y avoir un virus dans l'ordi. C'est Eric qui est allé toucher à nos affaires. Là. C'est ça, il va falloir qu'on le watch. Eric a tout brisé. Mais bref, toujours là, Christian avec nous? Oui, oui. Ah, mon Dieu, j'ai eu peur. Il y a eu un petit court silence. Je pensais que... Il y a un décalage. Oui, je pensais que vous n'étiez plus là. Mon Dieu. Donc, vous faites des conférences, mon cher Christian, aussi. J'en faisais jusqu'à février. Ah, ouais, oui, c'est vrai, hein, parce que chez vous aussi, vous êtes pris avec le même phénomène que nous. On a le droit de s'entasser dans le métro à Paris, mais on n'a pas le droit d'être 30 dans une salle pour une conférence. Oui, c'est ça. C'est ça l'affaire. On est tous pris. C'est curieusement de même, justement, à travers la planète. C'est ce qui fait que aussi, c'est comme un peu... en tout cas, on va... Mais de quoi parlent vos conférences, en gros? Parce que vous parlez aussi de science, mais il y a quelque chose aussi qui m'intrigue. Vous avez fait un rapport, un lien avec les écrits de la Bible et les chiffres. J'en dirai pas plus. Je vais vous laisser dévoiler ce parti-là parce que ça m'a intrigué solidement. Puis je ne sais pas comment vous avez fait pour être venu à bout de comprendre certains trucs que certains scientifiques ne sont même pas rendus compte de ça. Alors, je vais commencer par le début. Oui. Donc, j'avais 40 ans. C'était quand même il y a 27 ans, 67. Et je venais de découvrir donc le magnétisme. Oui. Le magnétisme,
certains m'ont dit, si tu as du magnétisme, tu dois pouvoir utiliser un pendule. Donc je me suis acheté un pendule, je connaissais pas. Et effectivement, très vite, j'ai eu de grands résultats avec le pendule. C'est-à-dire un pendule, ça tourne, et pour dire oui, pour dire non. Okay. Ça, c'est la base. Hein? On se pose une question dans la tête, et le pendule dit oui ou non en tournant. On n'a pas de preuve. Hein, si par exemple on peut toujours vérifier, est-ce que c'est bien dimanche aujourd'hui, et le pendule dit non, effectivement on est samedi, on se dit bon il a raison, mais ça on va pas loin avec ça. Non, c'est vrai. Alors au bout d'un moment ça m'a un peu déçu, je me suis dit moi j'aimerais bien, mon père était décédé depuis 1 an et demi déjà, quand j'ai commencé le pendule. Et je me suis dit, j'ai lu beaucoup de livres sur les médiums, des gens qui ont un contact avec leur enfant, avec leur maman, avec leur grand-mère. Je me suis dit, pourquoi pas moi? J'aimerais bien avoir un contact avec papa. Et j'ai essayé donc avec le pendule. Donc dans ma tête, toujours pareil, dans ma tête, je pensais à mon père fortement et je lui disais, papa, est-ce que tu peux me voir? Est-ce que tu peux m'entendre? Et le pendule, il disait oui. Bon. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que c'est bien là où tu es? Le pendule me fait oui. Bon. D'un côté, j'étais content, mais d'un autre côté, je me disais oui, ça sert à rien. C'est pas, je sais pas la preuve que c'est lui qui me répond. Et comme je marche à l'intuition, comme les filles, on dit que les femmes ont beaucoup d'intuition, ben moi c'est ma partie féminine sans doute, je marche à l'intuition depuis toujours. Et là, il y a l'intuition qui me dit alphabet. Je me dis pourquoi alphabet? Et j'ai une deuxième intuition qui me dit cercle. Bon, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit, bon, mon pendule, il tourne, donc il fait un cercle. On parle d'alphabet. Je vais essayer de mettre l'alphabet sur un cercle. Et en fin de compte, je me suis fabriqué un petit Ouija personnel. Si tu connais le principe du Ouija, la planche en bois. Oui, oui, oui. Bon, et à part que le Ouija, ça se fait généralement à plusieurs. Là, moi, j'étais tout seul avec mon pendule. Effectivement, j'ai pris un bout de carton, un rond de carton. J'ai mis tout autour, au bord du carton, l'alphabet, en l'ordre. Il me restait de la place, j'ai mis les chiffres, de 0 à 9. Et ça rentrait, bon, très bien. Et là, j'ai essayé autrement. C'est-à-dire, j'ai posé ce petit carton avec les lettres et les chiffres devant moi. J'ai mis le pendule au milieu. C'est pas facile en radio, je t'avais dit avec une image, ça serait plus facile, j'aurais pu te montrer. Mais... Bon, mais Steve, il va nous mettre des liens de justement de quoi vous parlez, parce qu'on va mettre aussi le lien de votre page web en commentaire sur les À l'heure actuelle, j'ai déjà posté en commentaire les vidéos des conférences qui ont déjà été données de 2015-2018. Et au fur et à mesure qu'on rentre dans les sujets, je suis en train de les poster les vidéos suivantes. Là, il parlait de sa façon avec sa pendule, puis avec le Ouija, comment est-ce qu'il pouvait fonctionner. Ouais. Je ne sais pas si... Donc là, tu vois, le pendule, c'était la première fois. Hein, je mets le pendule droit au-dessus de ce carton et je pose la même question à mon père. Papa, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux me voir? Est-ce que tu peux m'entendre? Et là, le pendule, il ne tournait plus. Là, il montrait une lettre, puis une autre. Donc, il m'a montré d'abord le B, j'ai noté. Après, il m'a montré le O, j'ai noté. Après, il m'a montré le N, j'ai noté. Et au bout de quelques minutes, j'avais 4 mots. Bonjour, mon grand, papa. Waouh! C'est déjà mieux qu'un oui ou un non, tu vois, en tournant. Et là où ça, pour moi, ça a été très émouvant, c'est que quand mon père est décédé, 2 ans avant, je veux dire, il habitait à 800 km de là où je travaille, où je travaillais, donc je le voyais pas souvent, et il m'a téléphoné la veille de sa mort. Et les derniers mots que j'ai entendus de lui, c'est « Adieu mon grand ». Adieu mon grand. Voilà. C'est les derniers mots qu'il m'a dit, j'ai entendu. Le lendemain, il était mort. Et moi, il m'a fallu 2 jours pour descendre, tu vois. Bon. Quand il m'avait dit adieu mon grand, déjà que c'était la dernière fois que je l'entendais, je risquais pas d'oublier. Mais en plus, j'ai pas compris. Parce que on est 3 frères.
je ne suis pas l'aîné. Je suis celui du milieu. Je suis le cadet. OK. Et jamais, jamais, il ne m'avait appelé mon grand. Et là, c'est la seule fois, adieu mon grand. Donc, c'était resté dans ma tête. Et là, 2 ans après, premier message avec le pendule, je reçois « Bonjour mon grand, papa ». C'est comme si c'était un code entre nous, tu vois, je l'ai pris comme ça, une convention pour se faire reconnaître. Je pense que oui, hein. Il a comme utilisé une phrase déjà entendue. Ouais. Parce qu'on sait dans ce moment-là que c'est vraiment lui qui parle, parce que c'était sa façon de parler, en quelque sorte. Après, il y a autre chose. Mon père était un militaire. OK. Et une de ses spécialités, c'était la radio. En plus? Mais à l'époque où il était radio, lui, les radios utilisaient à l'époque le morse. Ah, OK, Tu sais, oui. Point, des traits. Tu vois à peu près ce que c'est? Oui, oui, oui. Hein? Oui, oui. Les militaires l'utilisent encore rarement, mais ils l'utilisent encore. Oui, c'est ça. Un peu, parce que ça marche toujours, ça. Et le principe du morse, c'est je t'envoie un message, lettre par lettre. OK. Tu vois, je fais les signes, mettons SOS, c'est 3 points, 3 traits, 3 points. Oui, exactement. D'accord? C'est celui que j'aurais tenu le plus, parce qu'il est plus facile. Donc, il m'a envoyé des messages, enfin, il a envoyé des messages, lettre par lettre. D'accord? Et Ok. moi, dans mon métier, dans la police, j'ai été longtemps patron d'un service radio. Comme par hasard, moi aussi, j'envoyais, je recevais des messages. OK. Et aujourd'hui, quand les jeunes me disent, mais attends, recevoir des lettres comme ça, avec un pendule, c'est vieillot, c'est le Moyen-Âge, etc. Eh ben, je dis aux gamins, j'ai dit, quand t'envoies un SMS à ta copine, tu fais comment? Tu lui envoies un message, lettre après lettre. Tes lettres font des mots et tes mots font un message. J'ai dit, donc toi, t'as pas pris un pendule, t'as pris un smartphone. Mais j'ai dit, tu fais comme moi. Au bout de la ligne, c'est du langage binaire qui est envoyé, c'est des 1 et des 0, qui est à peu près la même chose que le code Morse. Ben oui, en fait, compte, oui. Donc voilà comment ça a commencé pour moi. Mais alors, très vite, après ces 4 mots, j'ai continué, parce que quand on commence un truc comme ça, on s'accroche et on continue. Ça devient un peu une addiction, il faut faire attention. Et au bout d'un moment, voilà, j'ai dit à mon père, toujours en pensée, hein, j'ai dit, je vais pas t'appeler tous les jours pour te demander si tu vas bien. Maintenant, je sais que tu vas bien, je sais qu'on se reverra quand ce sera mon tour de venir. Voilà, on va pas continuer comme ça. Et mon père m'a demandé, qu'est-ce que tu voudrais? Et je lui ai dit, moi, je voudrais que les choses avancent. Donc, il faudrait que vous nous donniez une preuve de la survie de la conscience. Qu'on n'ait plus le doute, qu'on sache. Et là, j'ai reçu de mon père, oula, tu as demandé quelque chose de difficile. Ce soir, je t'amène quelqu'un, tu l'écouteras avec attention et respect. On en était là. Et le soir, quand j'ai pris mon pendule, mes gosses étaient couchés, ma femme était prête à se coucher, moi j'étais tout seul dans la maison, au calme. J'ai pris le pendule, effectivement, là d'un seul coup, à peine j'ai pris mon pendule, j'ai reçu un message beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y avait plus d'énergie qui se dégageait. Et là, j'ai eu un message pour la première fois de ce qu'on appelle après les guides. Et qui m'a dit, tu as demandé une tâche difficile, tu vas avoir une mission difficile. Oh, ouais, hein? Voilà. Et à partir de ce moment-là, ils se sont relayés à 2. Je pouvais parler de ma vie privée, je pouvais parler de mes enfants, je pouvais parler de ce qui me préoccupait, mais d'un seul coup, ils me disaient 4 lettres, N-O-T-E, note. Et à partir de ce moment-là, je notais ce qu'on me donnait, et j'ai noté pendant des semaines des choses auxquelles je n'ai rien compris, parce que ça parlait de science, ça parlait de physique, ça parlait de physique des ondes, ça parlait de mathématiques appliquées à la physique des ondes, enfin, je veux dire, des domaines que je ne connais pas du tout. Et j'ai noté tout ça. Ces messages ont maintenant 26, 27 ans. Je les ai toujours, en entier. Mais je travaillais dans la police, je savais qu'il fallait que je sois discret,
Je voulais pas passer pour un fou. Donc j'ai rien dit à personne à part seule mon épouse était au courant. Et ne sachant pas quoi faire de ces choses difficiles, je me suis dit j'ai plus qu'à m'y mettre, je vais travailler dessus. Ce qui fait que aujourd'hui, 27 ans après, je ne suis toujours pas un scientifique, mais je suis moins nul, je suis moins bête dans ces domaines-là. Grâce à eux, j'ai appris la géométrie. Oui. Je me suis intéressé à la trigonométrie. Je me suis intéressé à la physique des ondes. Voilà, donc petit à petit, je suis moins nul. Et ce qui m'a surpris, surtout, c'est que j'ai eu des données mathématiques. En fouillant sur le net, je me suis aperçu que les mathématiciens ne les avaient pas, ces données-là. Tiens donc. Donc j'ai commencé à m'intéresser à un physicien parce que lui, il communiquait sur le net. Donc là, je pouvais y avoir accès. Et au bout d'un moment, je lui ai mis, est-ce que ça t'intéresse, ça? Et je lui ai donné des rapports mathématiques qui parlent de physique. Et là, aux surprises, il s'est montré très surpris. Il a même marqué sur le forum où on était, il faut qu'on aille voir Christian chez lui pour qu'il nous explique comment il a pu trouver tout ça. Et ces gens-là, effectivement, des physiciens de haut niveau, sont venus chez moi 8 jours après. Et là, ils sont tombés un peu de haut parce que je n'ai pas voulu mentir. Moi, j'ai montré qu'ils pensaient que j'étais un scientifique. OK. Et là, je leur ai dit, écoutez, moi, je suis un littéraire. Moi, je fais philosophie, latin, grec ancien. Mais les maths et la physique, j'y comprends rien, quoi. Donc, ils ont été surpris, ils ont mangé, tout ça, et ils sont partis. Ils ont pris 2 nouvelles formules mathématiques que je leur ai données ce jour-là. Mais à peine arrivé à Paris, 2 jours après, il publiait sur le forum. On est allé voir Christian. C'est un gourou de 3e zone. C'est un faussaire. C'est un gourou, oui. Et voilà. Bon. Alors moi, je m'en fous parce que je voulais pas devenir physicien. C'était pas mon but. Okay. Et en attendant, j'ai suivi les publications de ce monsieur. Et aux surprises, il a communiqué 6 mois après. Il a fait 2 communications à l'Académie des sciences, où il donnait notamment des formules mathématiques que je lui ai données, et il indiquait que c'est lui qui les avait trouvées avec son ordinateur. Seigneur. Voilà. Alors je m'en fous qu'il les ait trouvées avec son ordinateur ou qu'il ait menti, je m'en fous. Ce qui m'a rassuré, c'est que je me suis dit, apparemment, là-haut, on me donne pas que des bêtises. On me donne pas des conneries. On me donne des trucs vrais. Donc ça m'a motivé à continuer. Oui. Mais c'est juste plate, par exemple, que les scientifiques en question vous aient volé vos recherches parce que c'est faux. Plus. Pardon? Allô? Oui? Oui, ça y est, je t'entends. Je disais, je trouve ça plate que, justement, les scientifiques vous aient volé vos recherches parce que ça vous appartient. Ben, ça vous appartient. C'est vous qui avez fait la découverte avec vos méthodes. Oui, mais je ne sais pas quoi en faire. Mais l'important, il s'est produit quand même. J'ai des données scientifiques, j'ai des données mathématiques, mais je ne sais pas comment les appliquer, je ne sais pas à quoi les appliquer. Et dernièrement, j'ai rencontré un autre physicien de haut niveau, français, qui est adorable, qui lui m'a reçu très gentiment, en qui j'ai une grande confiance. Mais voilà, il a ses propres études, il a ses propres recherches. Ils n'ont pas le temps non plus, tu sais, ils sont tellement pris par leur métier, ils n'ont pas toujours le temps de s'intéresser aux recherches des autres, quoi. Alors il faut être patient. Moi, ils m'ont dit, ne t'inquiète pas, ils m'ont dit ça il y a 25 ans, hein. On te demande de noter ces éléments, on te fera rencontrer les scientifiques qu'il faut. Donc, par contre, je m'inquiète parce que je vieillis quand même et il faudrait qu'on les rencontre assez vite. Hein. Oui, c'est ça, avant qu'il soit trop tard. C'est vrai que c'est un fait. Mais moi, je trouve au bout de la ligne que l'objectif a quand même été atteint parce qu'on vous a transmis un message qui devait être dévoilé publiquement. Même si ça vous a pas rapporté nécessairement les fleurs qui allaient avec, la formule a quand même été exposée publiquement, même si c'est quelqu'un d'autre qui a ramassé les fruits. Ce que j'ai fait pour être sûr que ça soit pas perdu, j'ai fait un livre qui m'a coûté beaucoup, enfin je veux dire qui a été difficile à faire pour moi, dans lequel j'ai mis
une grande partie de ces messages difficiles, complexes, que je comprends pas. Et j'ai mis les résultats que j'ai trouvés. Donc ça, je l'ai publié en 2016. Au moins, je suis sûr, même s'il m'arrive quelque chose, c'est déjà publié, quoi. Voilà. Vous l'avez dit au moins. Voilà, je l'ai fait. Exact. Et je suis sensible aux chiffres. Et quand je vois votre radio, par exemple, moi, ça m'a parlé tout de suite. Votre radio, c'est 96.9. Oui. D'accord? Oui. Ben, moi, 96 multiplié par 9, je connais très bien, ça fait 864. 864, c'est exprimé en ligne. C'est la toise du Moyen-Âge, c'est la toise des bâtisseurs de cathédrales. Et quand on la convertit en mètres, ça donne pi sur le nombre d'or. Ah, ben mon Dieu, quelle belle découverte, ça. Ça fait partie de la magnificence du 369. Alors que, ouais, mais ça donne quand même le rapport de la constante pi sur la constante nombre d'or en mètres, alors que le mètre n'existait pas au Moyen-Âge. Non, effectivement. Non, c'est donc bien capoté, ça. Ça, je l'ai mis aussi dans mon bouquin. Je me suis aperçu que toutes les mesures des bâtisseurs de cathédrales donnent toutes des rapports. Alors, c'est le pied, la coudée, l'empan, c'est des noms comme ça. Hein. Et elles donnent toutes des rapports mathématiques précis, mais uniques entre constantes mathématiques, mais uniquement en mètres. Exact. Donc, il n'y en aurait qu'une. Ça serait un hasard, mais j'en ai trouvé 6 quand même. C'est comme quand on s'intéresse à la pyramide de Gizeh. Les proportions, et ainsi de suite, là, on va aller chercher pas mal d'informations à laquelle on va faire une corrélation avec notre propre planète, avec son rayon, son diamètre, qui sont déjà exprimés dans la forme de la pyramide elle-même. Eh oui, mais là, c'est pareil, on n'arrive pas à... Les égyptologues, ils sont pas mathématiciens et... Puis ils veulent pas non plus que les mathématiciens s'y attardent, là. Ah, ben tiens, il y en a un mathématicien russe qui s'est ramassé. Il s'est ramassé. Il est allé aux pyramides, justement, faire des recherches en utilisant le côté mathématique de la chose. Il a pris une année sabbatique. Je me souviens pas de son nom. C'est Valérie quelque chose. Il a fait une découverte assez intéressante avec... Gribovoy, non? Pardon? Gribovoy? Gribovoy, son nom? Non, Grabovoy, non, c'est Valérie, c'est un Russe qui s'appelle Valérie... C'est plus récent que M. Grabovoy. Bon, ça date de quand même une dizaine d'années, je pense. Il a fait des recherches, puis c'est lui qui a découvert aussi qu'il y avait d'autres pyramides un peu positionnées ici et là, ailleurs. Il y en a une ici, dans le coin, où il y a de la neige, de la glace, puis sur le bord des... Il y en a ici à Québec, là. Il y en a dans le territoire canadien. Oui, c'est ça. C'est quand on voit surtout les photos, c'est quelque chose qui est facile à trouver sur Internet, là. Juste de retrouver les photos d'anciens monuments ou d'anciens temples, soit en Amérique latine, ou même quand la pyramide elle a été découverte, c'était pas tout nettoyé tout le tour, là. Il y avait de la végétation. Dans le cas de la pyramide de Gizeh, le sable montait quand même assez haut, là. Le sphinx, quand il a été découvert, c'est une petite portion qu'on voyait. On voyait pas la totalité, là. Mais c'est comme, tu sais, où est-ce qu'a rendu le pôle Nord magnétique? Oui. Comment ça s'appelle, ce coin-là? Non, j'ai un blanc, c'est pas le niaisu. Ça s'appelle le pôle Nord. Non, à côté. 15 degrés à côté, mettons, là. Ben, dans ces coins-là, il y aurait une pyramide dans la neige, la glace, etc. Oui. Le gars, il a fait le Valérie en question, a fait cette découverte-là. Regarde, on va aller à une dernière pause parce que l'émission s'achève. Il reste à peu près 30 minutes à l'émission. On va devoir faire une courte pause et restez là. On vous revient tout de suite après. De retour en studio avec Christian Cambois au téléphone. Donc, pour la dernière portion de l'émission, on parlait tantôt des chiffres, Christian. Tu fais c'est un peu comme, je dirais, Tesla, avec son 369, son triangle. Et les chiffres, ça aussi, c'est quelque chose qui m'interpelle parce que c'est scientifique, mais à la fois, c'est...
comment est-ce qu'on appelle ça, donc, le terme, ça joue dans la science. Ça, c'est sûr, là, avec les signes, la géométrie, etc. Donc, la géométrie parle, mais je me souviens aussi que certaines personnes, comme c'est Richard Glenn, ici au Québec, qui, avec son émission, nous disait que la géométrie et tout, la science devrait être prise en compte pour connaître le phénomène OVNI. Et que tout ce qui est mystérieux, dans le fond, c'est mathématique. Tout ça est mathématique. Est-ce que... Oui, tout. C'est ce qui me désolait un petit peu, parce que moi, j'avais pas cette formation. Et donc, les mathématiques, pour moi, c'était difficile à approcher, parce que j'avais pas les bases. Et par contre, j'ai recommencé effectivement avec la géométrie. La géométrie, bon, que certains appellent sacrée, oui. Pour notamment pour les pyramides. Mais moi, j'ai réalisé par rapport on m'a demandé de m'intéresser aux pyramides, mais j'ai réalisé au bout d'un moment que si on m'a demandé de m'intéresser aux pyramides, c'était pas sans doute par rapport à la vie des pharaons, ce qui se passait dans l'histoire ancienne, c'est tout simplement que cette géométrie des pyramides, en 3D, peut peut-être servir pour comprendre des messages que j'ai reçus qui parlent de techniques vidéo à travailler. Parce qu'effectivement, moi j'ai déjà vu quand un physicien d'aujourd'hui il veut montrer, mettons, comment fonctionne sa lampe laser ou un truc comme ça, ben, il fait des dessins, c'est de la géométrie, où il montre le rayon qui vient taper un cristal, le cristal il est en forme de pyramide, il nous montre que le rayon, après avoir tapé sur la paroi, il est orienté vers là-bas. En fin de compte, voilà, on se retrouve avec une géométrie qui explique des données scientifiques. Justement, et j'ai une question de Marie-Josée que j'allais vous poser. C'est drôle qu'elle qu'elle mentionne parce que ça m'a interpellé aussi ce truc-là. C'est que dans tous les nombres, donc elle dit donc tous les nombres ont une signification. Puis il y en a beaucoup dans la Bible des nombres, les versets, etc., etc. Est-ce que ça a un lien aussi à ça? Alors, là aussi, même les gens religieux ne savent pas. Bon. Les versets de la Bible, je ne crois pas qu'ils aient une grande signification parce qu'ils datent que du XVe siècle ou du XVIe siècle. OK. Avant, les premières Bibles les plus vieilles, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset, il n'y avait rien. Ah non? Il n'y avait même pas de tête de chapitre. D'accord? Il n'y avait même pas de voyelles non plus. C'est une suite infinie de consonnes. Il n'y avait pas de séparation entre les mots. Il n'y avait pas de point, pas de virgule, il n'y avait rien. C'est ça la vraie Bible au départ, hein, les plus vieilles qu'on a. Donc, nous, les nôtres, effectivement, depuis le XVIe siècle, ils ont ajouté des chapitres, des versets. C'est plus clair pour s'y retrouver. Mais c'était pas comme ça avant. Par contre, il y a des nombres dans le texte. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a dans le texte. Et ça, ces nombres-là, je m'y suis intéressé. Et notamment, dans le dernier texte de la Bible, c'est l'Apocalypse. Alors, l'Apocalypse, c'est pas un texte très long, il a fait couler beaucoup d'encre. Il faut savoir que l'Apocalypse, moi j'ai fait du grec, donc ça je connais. Ça veut pas dire catastrophe, ça veut dire révélation. Exactement, c'est vrai. Bon. Alors qu'on nous présente chaque fois, ça va être l'Apocalypse, dans le sens, ça va être une catastrophe. Non, non. L'Apocalypse, c'est la révélation des choses cachées. C'est ça, le vrai sens. Alors je me suis intéressé au nombre qui était dedans. Alors, par exemple, il parle dedans de la Nouvelle Jérusalem, et il dit qu'elle fera 144 coudées de haut. 144, je l'ai noté, et je dis tiens, pourquoi 144, pourquoi pas 143? J'ai retrouvé le 144 dans les données mathématiques, des mathématiciens. Il appartient, ce nombre, à une suite très connue qui s'appelle la suite de Fibonacci, qu'on retrouve très souvent. Il y a un autre nombre, le nombre 666. Oui, qu'on dit le chiffre de la bête. Ouais, le chiffre de la bête. Alors, la bête, ils disent aussi que celui qui a de l'intelligence calcule. Ça veut dire par là, j'attire votre attention sur ce chiffre, il faut faire preuve d'un peu d'intelligence pour le comprendre. Il ne faut pas uniquement dire 666, c'est le diable. D'accord? Il faut aller au-delà. Donc moi, le 666, je l'ai utilisé comme 6 fois 6 fois 6.
36 fois 6, ça fait quoi, ça? Ça fait 216. Et 216, par rapport aux 144 dont j'ai parlé tout à l'heure, ces deux nombres-là ont un rapport assez intéressant entre eux. Mais voilà, c'est difficile de le dire en radio. Dans un de mes bouquins, je mets les graphiques qui l'expliquent. D'accord? OK. Il y a également, il parle de 42 mois, de 30 jours et de 1260 en tout. Alors effectivement, quand on fait 42 fois 30, ça fait bien 1260. Mais à l'époque, ils connaissaient déjà le calendrier romain depuis plus d'un siècle. Ça a été écrit. Et ils savaient déjà que les années ne faisaient pas 360 jours, mais 365 et un quart de journée. Donc les 42 mois auraient dû faire 1278 jours, non pas 1260. Donc s'il a mis ça, en clair, c'est que là aussi, il voulait qu'on calcule et qu'en fin de compte, on comprenne qu'il ne parle pas de jours. Parce que quand on prend, par contre, des degrés, 1260, ça fait 3 cercles et demi. 3 cercles? Et demi. OK. Un cercle, c'est 360 degrés. Donc 360 plus 180 la dernière fois, ça fait 1260. À ce compte-là, effectivement, sur une spirale de 3 cercles et demi, on peut loger 42 morceaux de cercles qui font tous 30 degrés et qui font tous une coudée. OK. Donc on retombe sur de la géométrie, des maths et une visualisation d'ondes. Alors, quand je dis onde, ça peut être une onde sonore, une onde lumineuse. Ouais. On retombe dans les problèmes d'ondes. Oui. Donc j'ai pas cherché à avoir les curés, etc., pour savoir ce qu'ils en pensaient, mais donc effectivement j'ai fait plusieurs recherches et plusieurs surprises sur les nombres qu'il y a dans la Bible. Il y a par exemple un miracle de Jésus qui est très connu, ça s'appelle le miracle des poissons. Oui. Alors c'est un seul verset, et on dit, bon, l'histoire, les pêcheurs sont venus se plaindre à Jésus, ça faisait 4 fois qu'ils sortaient en mer et 4 fois qu'ils ramenaient rien. Et Jésus leur a dit, allez-y, là, faites-moi confiance, ça va marcher. Et là, d'un seul coup, effectivement, ils sont revenus avec 153 gros poissons. Alors là, moi qui suis un littéraire, je me suis dit, l'auteur, il n'a pas été doué, parce que s'il voulait marquer les esprits, il fallait qu'il dise 10 000 poissons, 100 000 poissons. Et pourquoi 153 poissons? J'ai dit, s'il y a 300 personnes au village, il n'y a même pas à manger pour tout le monde, quoi. D'accord? Alors je me dis, s'il a mis 153, c'est qu'il y a une idée derrière. Et ben là, je me suis aperçu qu'effectivement, en manœuvrant ce 153 sous forme de triangle, tu traces un triangle avec la pointe en haut, et 153, tu mets à chaque point du triangle le 1, le 5 et le 3. D'accord? OK. Tu inverses ce triangle. Tu le mets pointe en bas, cette fois. Et tu recommences à partir du bas. Tu mets le 1, le 5 et le 3. Tu mélanges les deux triangles, déjà tu obtiens une étoile de David. Exact. D'accord? Et par contre, tu t'aperçois à ce compte-là qu'en haut, tu as un nombre, ça fait 355, 355. En bas, tu as 1, 1, 3, 113. J'ai tracé un trait au milieu, ça fait une fraction. Ben, 355 sur 113, ça fait pi. Le 113, c'est pas le numéro qui se trouve avec le symbole des Skull and Bones? Je sais pas. Me semble que oui, c'est le 113, le chiffre qui est sur leur emblème. Peut-être. Petite parenthèse. Bref, je vais en profiter pour faire une autre parenthèse. J'ai une question d'un auditeur par rapport à ce qu'on parlait il y a quelques instants. Ce qui mentionne Apocalypse égale révélation. Donc, les élites veulent nous la vraie connaissance en nous endormant avec le soi-disant pandémie. La question de l'auditeur, c'est sommes-nous proches de ces révélations? Plandémie qui est écrit. Plandémie, oui, c'est ça. C'est ça que j'ai dit, plandémie. Mais c'est ça, c'est surtout par rapport au fameux mot apocalypse qui veut dire en réalité révélation et non pas Troisième Guerre mondiale. Là. C'est ça, ça veut dire qu'on serait dedans ou dans l'approche? C'est la question qui est posée à M. Christian.
Alors, je connais beaucoup, je suis médium moi-même, mais j'ai beaucoup d'amis médiums. On reçoit tous, depuis pas mal de temps, des messages qui disent que les choses vont changer complètement pour nous, très vite, prochainement. Oui. C'est la première fois qu'ils nous disent que ça va venir vite. Ils n'ont pas dit la semaine prochaine, mais ils ont dit vite. Et ils disent que ça va être en bien, c'est-à-dire c'est une élévation pour l'humanité, une élévation de conscience. Mais ils nous disent aussi que le passage se fera pas pour tout le monde. Il y en a qui sont pas prêts, il y en a qui passeront pas le cap. Mais ça m'étonne pas, parce que quand je vois les conduites de moutons de beaucoup de gens, je me dis effectivement, ça sert à rien qu'ils passent parce qu'ils vont rien comprendre. Hein. C'est comme si tu mets quelqu'un, tu sais... ils vont pas sauter la clôture, ils vont empoigner en pleine face. Mais non, mais si tu mets quelqu'un qui a jamais fait d'études, il sait tout juste lire et écrire, il passe sa journée à picoler, d'accord? Et tu le mets au milieu d'une réunion d'ingénieurs, il va s'ennuyer, il va rien comprendre. Hein. Exactement. Donc très vite, il va se barrer et c'est pas pour lui, quoi. Exact. Et ben, on nous explique, seuls ceux qui auront le niveau passeront, mais c'est pas grave, puisqu'il n'y a pas de mort. La mort, c'est rien. La mort, ce n'est qu'un passage. Exact. Donc même s'il y en a qui nous suivent pas pour aller à tel endroit, ils iront quand même à un autre endroit, puis ils seront toujours vivants à leur manière. C'est pas tout le monde qui doit suivre le même chemin. On a chacun nos chemins à parcourir. Il y en a qui nous mènent à un réveil, puis il y en a pour d'autres que leur chemin leur mène à pas se réveiller pour l'instant parce que c'est pas dû pour eux. C'est pas tout le monde qui va à l'université. Il y en a qui prennent après le bac, il y en a qui prennent du travail à l'usine. Hein. Exact. Donner un exemple de vision qu'on peut avoir. J'en ai eu une il y a quelques semaines déjà. Il y a quasiment 3 semaines, 1 mois. J'en ai parlé à ma chum Isabelle, puis j'ai eu cette vision en plein jour et ça me disait, je voyais comme dans le ciel une fissure qui ressemble à un éclair, mais de couleur jaune, un jaune or, là, très lumineux. Et ça me disait en dedans de moi que le monde va maintenant être divisé, qu'il va se passer quelque chose d'énorme, qu'on va devoir... on va perdre des gens dans nos proches parce que c'est pas tout le monde qui va aller à cet endroit-là. C'est drôle ce que vous dites, c'est exactement ce qu'on m'a dit il y a à peu près 1 mois, je dirais. Puis les guides, ils veulent pas nous donner le détail, ils veulent pas nous donner la date, ils nous disent préparez-vous. Oui, c'est ça. Ça va secouer. Et les gens vont être divisés. Il y en a qui vont partir, d'autres vont rester. Ceux qui restent vont rester dans la chenoute. Et ceux qui ont décidé de monter, mais là, ça va être une autre sorte de vie. On a eu aussi un autre texto, parce que là, il reste à peu près 5 minutes avant la fin de l'émission. Ça dit que j'ai déjà suivi un cours. C'est Jocelyne qui nous dit qu'elle a suivi un cours de pendule. J'ai trouvé que ça ressemblait au Ouija, donc je n'ai pas pratiqué et j'utilise ma pendule de peur d'ouvrir une porte aux indésirables, donc une genre de porte peut-être. Alors là, je vais te la faire court. Je fais partie de ceux qui rouspètent, qui gueulent carrément avec des critiques faites au Ouija. Le Ouija, la majorité des gens qui le critiquent et qui disent c'est dangereux, c'est des gens qui n'y connaissent rien, qui n'ont rien étudié, qui n'ont rien essayé. Moi, j'ai pratiqué le Ouija avec des amis qui le pratiquent depuis des années. Ils reçoivent des messages de guide magnifiques, adorables avec le Ouija. Sauf que c'est dangereux pour certaines personnes qui ne savent pas s'en servir. C'est justement c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu crois au diable, si tu crois au démon, il ne faut pas faire de spiritisme. C'est ça, c'est la question d'intention. Et en reste là, c'est tout. Va te faire bénir par le curé, mais reste dans la... C'est tes croyances. C'est tes croyances qui conditionnent ce que tu reçois. Exact. C'est les intentions. C'est les intentions qu'on va mettre quand on fait le rituel. Si tu fais du Ouija comme mes amis avec de belles intentions, avec le but de progresser, d'apprendre, etc., il t'arrive que des beaux messages comme nous on est. Moi, ça fait 27 ans que j'ai des messages qui me font travailler, certes, sur les sciences, mais qui sont des messages positifs. C'est l'intention, comme vous dites tantôt. Si tu rayonnes la noirceur, tu vas attirer la noirceur. Si tu rayonnes la lumière, tu vas attirer la lumière. Me semble c'est pas compliqué. C'est comme on disait l'autre fois par rapport aux armes à feu.
c'est pas l'arme qui est mauvaise, c'est celui qui la tient puis qui va tirer sa gâchette. Puis même à ça dépend toujours c'est quoi l'intention. C'est une intention de se défendre ou c'est une intention d'attaquer. C'est mauvais dans le cas d'attaquer. Dans le cas de se défendre, ben c'est ce qu'il faut faire. C'est la raison fait qu'au bout de la ligne, c'est toujours la question de comment qu'on s'en sert, puis c'est quelles sont les intentions qui vont avec. Ben justement. Il faut faire attention aux rumeurs, où on dit, c'est pas parce que quelqu'un a dit le Ouija c'est dangereux qu'il a dit vrai. Je veux dire, c'est pareil, on peut dire de ma voisine, attention, celle-là, elle est vicieuse, si elle peut te voler ta voiture, elle va voler ta voiture. C'est pas parce que quelqu'un le dit que c'est vrai. Non, exact. Il faut la voisine, elle est très gentille. C'est l'autre qui a des idées tordues. C'est peut-être l'autre qui aurait tendance à voler la voiture ou qu'elle est paranoïaque, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est l'intention qui compte pour ce qui est des lettres de Ouija, qui est en fait un élément qui aide dans votre cas, c'est quelque chose qui vous aide à comprendre ou qui vous... c'est comme le tireur de cartes, n'a pas besoin de ses cartes. Et pourquoi le Ouija serait dangereux et pourquoi pas l'écriture automatique? Et aussi. Pourquoi un bout de bois serait plus dangereux que de recevoir des messages avec l'écriture automatique? C'est pareil, tu sais pas qui parle, ouais. Tu sais pas qui dicte. Oui. Okay. Donc c'est ridicule, c'est des attaques qui sont ridicules. Ça vient du film L'Exorciste qui est sorti en 1973 et qui a fait peur à tout le monde. Mais aux États-Unis, ça fait 150 ans qu'ils vendent le Ouija et ils le vendent avec le Monopoly, dans le même rayon, pour les enfants. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est un fait. Si on veut, là, il nous reste à peine 5 minutes avant la fin de l'émission. Si on veut conclure, oui. Est-ce que vous avez un conseil, justement, à donner à ceux qui veulent apprendre comment vous fonctionnez, comment on peut, sans crainte, parler des énergies ou... Alors, écoute, je vais être obligé de renvoyer à mon dernier livre que j'ai sorti il y a 3 mois. Oui. Qui s'appelle « Dites stop à ces peurs qui vous enchaînent », où je montre qu'il y a plein de peurs comme ça, mais dans plein de domaines. C'est dû à des croyances, à ce qu'a dit la grand-mère, à ce qu'a dit la maman, etc., et qui ne reposent sur rien. De la même manière, pourquoi avoir peur de la nuit uniquement parce qu'on voit moins bien? Eh ben, achète-toi une bonne lampe torche. Et tu verras que la nuit, c'est pas plus dangereux que le jour. Mais il faut savoir où tu mets les pieds. Donc, il te faut de la lumière. C'est tout. L'intention est bonne, mais il faut supprimer les mauvaises croyances. Quand quelqu'un te dit « ne fais pas ça parce que c'est dangereux », eh ben, renseigne-toi d'abord, est-ce que c'est vraiment dangereux? Moi, un jour, j'ai vu, après mes activités police, je savais de quoi on meurt en France, et je savais, je l'ai dit à mon épouse, etc., non, arrête d'avoir peur d'être assassiné. Je veux dire, il y a 150 000 morts par an du cancer, et il y a maximum 1000 homicides par an. Donc, je veux dire, tu as plus de chances de mourir à l'hôpital ou de te faire renverser par une voiture que d'être agressé par un fou. Donc, il faut arrêter d'avoir peur de ces choses-là. Exactement. Ça arrive tellement peu souvent. C'est comme le Covid. Il tue moins que le cancer. Tout à fait. Et si on veut se procurer vos livres, à quelle adresse on le fait? Parce que je sais qu'on l'a dit, je pense que Steve a dû mettre le lien. Tu sais, un lien sur Amazon. Oui, OK. Sur Amazon. Sur Amazon, tu tapes Christian Cambois et tous mes livres sortent. J'ai vu votre liste de livres, justement, parce que aussi, Steve l'a mis en lien, en commentaire. Ils sont pas très dispendieux. Ça, c'est quand même bien. Ici, ça se commande par Amazon, donc n'importe qui peut les avoir au Québec. Mais le tarif... Amazon, l'avantage, c'est que... Tu es toujours là? Oui. Bon, Amazon, pour moi, je veux dire, je suis auto-publié. L'avantage, je sortais un livre le 23 décembre. Le 24 décembre, à Noël, il était disponible dans le monde entier. J'ai pas besoin, si tu veux, d'aller supplier un éditeur de me prendre 90% des revenus du livre. Je vais me débrouiller tout seul. Le tarif qu'on voit justement sur Amazon, c'est en francs, j'imagine? En euros? En euros. Pas en francs, en euros, c'est ça? En euros. Ah, regarde, je me fais dire tout le temps,
Elle est en retard des nouvelles un Il petit y en peu. a certains sur la page de Amazon Québec, ils y sont. Oui, Ah, exact. d'accord. Oui, oui. Tu peux Mais- essayer Amazon Québec et tu tapes Christian Cambois, je pense qu'il y en a certains, ils y sont. Ben, en plus, ceux qui veulent avoir un aperçu, il y a plusieurs vidéos sur Internet, sur même ce que vous partagez sur votre site web, autant que sur la page Facebook. On voit des vidéos Oui, de oui. conférences que vous avez faites, vous a vu à Nurea TV. Nurea avec Bob Belanca aussi. Non, non. Il Oui, y a- BTLV, oui. BTLV. élevé, ouais, j'y suis allé au début, oui. OK, mais sauf, il y a d'autres choses que vous faites aussi ça m'a surpris de voir ça sur votre site, c'est que vous écrivez de la poésie et qui ont été retransmis pour être des chansons. Et c'est magnifique. Et ça m'a fait très plaisir parce que j'ai rencontré ces chanteurs et ces musiciens quelques temps après. Moi aussi, je suis musicien, mais amateur. Je joue du clavier, j'ai joué pendant 12 ans dans un groupe pop-rock. Ah oui? Donc, on jouait les Stones, on jouait U2, on jouait les Beatles, on a fait... Oh, Christian the Et en même Rockers, temps, on avait Cambois. on avait nos musiques à nous aussi, si tu veux. Et là, j'étais content, effectivement, des poèmes que j'avais écrits des fois il y a 30 ans. Et il y en a qui les ont mis en musique, qui ont chanté dessus. Bon, c'est pas connu, hein. Non, Et- effectivement. Mais en tout cas, c'est joli. Il y en a de jolis, ouais. c'est à ma grande surprise que j'ai découvert ça justement sur votre site parce qu'on entend aussi des extraits audio de certaines chansons qui ont été faites avec vos propres paroles. Et félicitations, vraiment. Là. Et Christian, c'est ici que s'achève notre émission. Je suis très contente de vous avoir eu avec nous. C'est ceux qui veulent... J'essaierai de venir, hein. Pardon? Ça fait longtemps que j'ai envie de venir au Québec. Ah, ben la prochaine fois, ça sera en studio. Lâchez-vous là. Il va falloir qu'ils laissent les avions circuler, quoi. Oui, oui, ça c'est sûr. Ben, il y a certains avions qui En circulent. pirogue, ça fait loin, hein. Ouais. Mais il y a toujours des avions qui circulent. Mais en tout cas, si vous venez, faites un passage au Québec, j'apprécierais vous avoir en studio. Ça serait encore magique et merveilleux. Effectivement. Mais merci beaucoup d'avoir été là, Christian. Et Merci à vous, les cousins et les cousines. oui, merci. Merci beaucoup, Éric. On a ton émission tantôt que tu animes dans quelques instants, en environ 5 minutes, ton émission avec MUFON Canada. Et Steve, merci pour la co-animation. Et encore une fois, ton aide si précieux et ton... je t'aime bien gros, mon chum. C'est bien Je belle te dirais aujourd'hui, j'ai eu pas mal plus Ouais. mal que j'ai travaillé, je te Oui, dirais. oui. Mon Dieu, pauvre Prenez toi, en soin plus. de vous. Oui, merci. Merci beaucoup d'avoir été là. Alors, vous tous, je vous dis à la semaine prochaine. Restez là pour l'émission de la Zone Insolite qui commence dans 5 minutes. Et bonne semaine aux auditeurs. Excusez, je suis en train de m'étouffer avec ma salive. Excusez. C'est un corona que tu t'étouffes? Mets ton masque. Non. Ah, je parle puis je m'étouffe avec ma salive. Ça a comme passé tout droit. Alors, restez là. On vous revient avec l'émission de la Zone Insolite. Et on revient la semaine prochaine avec Nicole Gory. Je pense qu'il n'aurait peut-être pas fallu que je l'annonce à l'avance. Mais c'est fait. Je viens de briser son punch. Une chance, tu l'as dit tout bas, il n'y a personne qui t'entend. Non, c'est ça. Donc, c'est ça. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne semaine. Bonne semaine. Bye-bye.